Je vais enchaîner. Donc, ce soir, on va vous donner les nouvelles un peu de ce qui se passe dans notre patelin, avec certaines annonces, certaines demandes. On va passer rapidement au travers de toutes ces demandes-là. Ensuite, je vais céder la place à Stéphane Gauthier, qui va nous faire la présentation sur le Lean Six Sigma ou la culture d'amélioration continue Kaizen. Suite à ça, on va avoir un petit concours. On va demander, vous allez avoir la chance de gagner un livre, en fait 2 livres, en rapport directement au sujet qu'on a de ce soir. Donc, et puis pour ça, on va juste vous poser une petite question. Donc, soyez attentifs pendant la présentation, parce qu'il va y avoir la possibilité de gagner 2 livres. Pas plus d'efforts que de répondre à la question. Puis là, vous avez un livre qui va vous arriver chez vous comme ça. Fait que, donc, notre concours que je viens de mentionner. OK, les nouvelles de la section. Peut-être que vous l'avez, ça fait quelques fois maintenant qu'on l'annonce, vous avez certainement dû le voir sur notre site. Il y a un grand événement international francophone de plusieurs pays francophones d'un peu partout sur Terre qui va commencer bientôt au mois de décembre, du 13 au 15. Il va y avoir au-delà de 20 conférences qui se répartissent sur 3 jours. Il va y avoir des salles d'exposition, puis de la possibilité de faire du networking avec des représentants francophones internationaux. Ça risque d'être très intéressant parce que ce sont les forces vives de tous les pays francophones qui vont être présents. Donc, vous avez ici le lien pour aller s'inscrire. Vous pouvez le retrouver aussi sur notre site. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous adresser à nous aussi. Là, je vais faire une demande qui est un peu inhabituelle. Je vais faire un peu comme un appel à l'aide. Vous savez que nous, ce qu'on vous présente, nous tous du CA, tous les gens qui travaillent, nos conférenciers, on est tous des bénévoles, puis on fait ces efforts-là pour la profession et pour vous. On a présentement, on avait quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation un peu coincée avec le travail et l'aide qu'il nous apportait, qui n'est plus en mesure de l'assumer. Puis on a un besoin urgent de quelqu'un qui va pouvoir nous aider du côté technologie. Je dis urgent, ce n'est pas demain matin, mais ce serait assez rapidement. On va prendre en ce moment les responsabilités, le temps que quelqu'un puisse venir nous aider. Mais ce que je vous envoie, c'est un appel à l'aide. Moi, je suis bénévole, volontaire, puis c'est quelqu'un que vous connaissez très bien qui m'a recruté, tout simplement en disant « Tu penses-tu que tu pourrais en faire? Tu en bénéficies beaucoup, tu pourrais peut-être en faire. » Oups, il vient d'apparaître. Et puis, j'ai senti l'appel. C'est pas une religion, mais c'est un plaisir. Et puis, j'ai répondu oui. Et puis, depuis ce temps-là, j'adore. C'est un endroit fantastique pour se faire des amis dans le domaine, d'être branché à tout ce qui se passe. Ça vous donne aussi des CDU. Vous avez toujours besoin de ça en termes de renouvellement, mais même s'il n'y avait pas ça, c'est un plaisir de le faire. Ce qui fait que s'il y en a qui se sentent interpellés ou qui voudraient en savoir un peu plus, je vais vous demander de rester à la fin de la conférence. On pourra en discuter et puis voir s'il y a des choses comme ça qu'on pourrait organiser. L'aide qu'on a besoin à plus court terme, c'est surtout pour l'aspect technique, c'est directeur de technologie. Ce que vous voyez devant vous, c'est tous ces aspects-là. C'est les choses qui font apparaître. Ça ne demande pas des connaissances informatiques poussées. L'IBA fournit tous les outils. Il faut juste apprendre à les utiliser, tout simplement. Puis l'encadrement est fourni par l'IBA, l'organisation internationale qui nous encadre là-dessus. Mais ça prend des gens pour faire tourner la roue à ce moment-là. Ça fait que je vous suggère, ceux qui je vous demande encore à l'aide, je ne prierai pas, mais je vais vous demander de redonner un peu en rapport à tout ce que vous bénéficiez, entre autres, ce soir. Ça fait que, donc, restez dans les parages ceux qui pourraient être intéressés ou adressez-vous à nous par la suite.
J'ai mentionné directeur de technologie, mais il y aurait peut-être d'autres possibilités aussi. On pourra en discuter. Présentement, ceux qui aimeraient ajouter des certifications ou obtenir des certifications, bien, c'est le temps. Présentement, il y a pour les frais d'inscription, les frais d'examen, il y a 20 de réduction si vous les prenez entre maintenant et la fin de l'année. Donc, si vous voyez ici, toutes les certifications qui sont affichées, ça vous indique que c'est ça. Ça fait que s'il y en a que vous y pensiez puis vous sentez prêt, là, ça se fait. Si vous êtes déjà, vous avez entrepris vos études, puis il y en a même que ça risque de demander un peu moins. Donc, il y en a plusieurs que c'est faisable. Ça fait que si vous voulez ajouter des cordes à votre arc, mais vous avez l'occasion ici. Pour ceux qui n'ont pas encore la certification, puis je me doute qu'il doit y en avoir au moins quelques-uns parmi vous, vous aimeriez peut-être avoir votre nom sur ce petit diplôme-là. Donc, puis toutes les certifications que vous avez qui sont en dessous sont accessibles. Présentement, pour donner une image, ça, c'est point de vue international. Point de vue international, puis on en a une grande fierté parce que l'IBA a été conçu au Canada, ici. Donc, on a 23 500 membres, ce qui est pas banal quand même. Et puis, vous avez ici la ventilation de toutes les différentes certifications. Bien entendu, le CEBAP, c'est là qu'il y a le plus de gens parce que c'est celui effectivement qui date depuis le plus longtemps. Il y a aussi le ECBA et puis pour les product owners aussi qui sont en très forte hausse. Le CBA, moi je figure qu'il va finir par rattraper le CEBAP un jour. Il est en grande croissance. La raison principale, c'est que les exigences sont moins grandes. Donc, si vous aspirez à la profession, il y a des moyens d'y arriver de façon assez rapide. Puis, je vais juste afficher l'écran suivant. Si vous regardez, ça, ce sont les gens qui sont certifiés avec les différentes certifications qui sont associés à notre section de Montréal. On n'est pas hyper nombreux. Il y a de la place. Puis si vous regardez les nouvelles ce que vous voyez passer comme annonce, il y a des besoins, puis les besoins dépassent de loin ce que les gens sont en mesure d'offrir. Ce qui fait que si vous voulez, ça vous est disponible, c'est ouvert à vous. On parle aussi, on lance le groupe d'études pour l'hiver 2022. On répète l'expérience qu'on a fait auparavant. Et puis, on va avoir besoin de facilitateurs. On demande des gens certifiés pour faire la facilitation. Et bien entendu, on demande des participants. On va passer au travers du BABOK en section avec la formation. C'est beaucoup, je n'entrerai pas dans les détails, c'est Mirva qui connaît vraiment ça. Si vous voulez avoir de l'information, vous envoyez un email à studygroup@montrealiba.org, comme c'est indiqué sur la slide. Ça permet de faire de l'auto-formation et de la formation entre étudiants, tout ça guidé par des facilitateurs certifiés. Donc, vous avez un bon encadrement. On demande des frais de 100 $, mais en réalité, ce ne sont pas des frais pour nous. Ce sont des frais qu'on vous redonne dès que vous avez obtenu votre certification. Fait que si vous voulez un encouragement, là, il y a, en plus d'avoir la certification puis beaucoup d'ouverture sur la profession, ben, vous allez avoir un 100 $ qui va vous revenir par la suite. Ce qui fait que, et puis, ne serait-ce que tout le networking que vous pouvez faire au travers de ça, c'est des gens que vous allez suivre tout au long de la session. Moi, je vous le suggère très, très fortement. Beaucoup de liens entre les gens qui vont rester aussi par la suite. Donc, le calendrier, pour le moment, on a ce soir, Stéphane qui va nous faire la présentation. Et n'oubliez pas, vive l'analyse comme je vous l'avais mentionné il y a un instant.
Je vous ai mentionné le concours. Bien, le concours, ça va être d'écouter. Vous écoutez, vous regardez, et vous pouvez porter attention particulière à ce qui se dit. À la fin, on va vous poser les 2 questions. On va vous demander réponse par le chat. On va monitorer le chat. Ça fait que ceux qui sont très éveillés, ceux qui sont endormis et qui ont la gâchette lente, mais vous n'aurez pas beaucoup de chance. Attendez-moi un instant. Et puis, ça va vous donner la chance par le chat, quand vous allez répondre, de gagner ces 2 livres-ci, de Lean Six Sigma et la méthode japonaise du petit pas pour changer toutes ses habitudes. Donc, sans plus tarder, au menu de ce soir, Stéphane Gauthier, qui est ceinture noire Lean Six Sigma, président de Solutions Simplivia. Puis, je vais juste vous lire. À titre de conseiller stratégique, Stéphane a dédié une grande partie de sa carrière aux accompagnements pour les grandes institutions financières. Et puis, plus récemment, il est dans les PME en forte croissance, dans différents secteurs d'activité, art, commerce, etc. Le cœur de ses interventions consiste à maximiser la productivité et réduire les coûts d'opération tout en assurant l'atteinte des objectifs. Sur ce, Stéphane, je te laisse la parole. Parfait, merci, bonjour. Je vais partager mon écran, ça ne va pas être très long. Est-ce que c'est bon pour l'écran? C'est excellent. Merveilleux. Bonjour tout le monde. En fait, je suis très content d'être parmi vous une deuxième fois. J'avais fait une présentation à l'époque sur le mind mapping, il y a 3 ans peut-être. Puis de retour pour vous présenter un peu là où je suis rendu avec le Lean Six Sigma. En fait, dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter les fondements du Kaizen puis du Lean Six Sigma. Essayer de vous l'illustrer relativement concrètement quand même, puisqu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de stuff honnêtement. Puis essayer de faciliter un peu l'appropriation pour ceux qui aimeraient, dans le fond, s'en aller là-dedans. C'est quand même quelque chose d'assez corsé, là, je vous avouerai. Là, fait que n'hésitez pas là, à avoir quelque chose à manger ou à boire, quoi que ce soit. Là, ça va être quand même un petit peu intense. Mais soyez bien à l'aise. Je vais essayer de prendre des pauses pour avoir un peu d'interaction et de questions. Là. Yves va nous aider à ce niveau-là. Fait qu'hésitez pas. Là, j'ai fait des petites sections quand même pour essayer de regrouper un peu ça. Fait qu'hésitez pas à poser des questions à mesure, puis on va essayer d'y répondre pour pas que vous restiez là-dessus. Jacques m'a quand même présenté. En fait, dans le fond, il y en a une couple pareille d'entre vous que je connais. J'ai fait beaucoup les grosses institutions financières. Puis depuis 3 ans, en fait, j'ai fait un peu de, je vais appeler ça de la recherche ou un peu du sondage ou un peu me promener là, dans les PME pour voir un peu c'est quoi leurs besoins. Fait que j'ai eu l'occasion dans différents contextes, autant d'intervention qu'en sondage, qu'en juste orientation, à côtoyer des compagnies, dans le fond, autant dans le pharmaceutique que les mines, les manufactures, des compagnies de comptabilité, soins palliatifs, des affaires de commerce en ligne, de la construction, des choses comme ça. Fait que c'est beaucoup ça que j'ai fait dans les dernières années. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu ça que je vais essayer de partager. C'est sûr que je n'ai pas une expérience, je ne suis pas juste focusé sur le lean, mais il y a quand même un gros volet lean qu'on a depuis longtemps. Puis, vous en avez beaucoup, vous autres aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont similaires à l'analyse d'affaires. C'est comme un prolongement de l'analyse d'affaires. Fait que c'est ce qu'on va un peu regarder ensemble à partir de maintenant. J'ai regardé un peu l'ampleur du sujet. Là, honnêtement, là, c'est un peu comme quand on regarde le Baboc, là, plusieurs centaines de pages. Fait que c'est beau, 45 minutes, mais je me cassais la tête à essayer de rentrer ça. J'avais l'impression, c'est vrai que je parle vite quand même, mais je me disais que c'était un peu intense. Fait que malheureusement, j'ai dû le couper un peu. Hop, excusez-moi, j'essaie de faire disparaître Est-ce que vous voyez la chose en haut de Zoom ou c'est juste moi qui la vois? Non? OK, parfait. Donc, j'ai essayé de me focusser, me centrer vraiment sur le concept du Lean, le Six Sigma et le Kaizen. Le Lean Six Sigma, dans nos interventions, pour essayer de concrétiser ou concrètement montrer un peu ce que ça représentait. Puis, malheureusement, j'ai un peu de misère à faire fitter le volet statistique, là, les courbes, tout ça, c'est beaucoup d'informations. J'aurais pu faire une présentation juste là-dessus, fait que peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait situer une autre rencontre s'il y a des intéressés à ce moment-là pour ce volet-là. J'aimerais mentionner que c'est beaucoup de mon vécu. Là. Dans le fond,
Ce que je vais présenter n'est pas nécessairement représentatif de tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de contextes d'utilisation sur le marché. C'est un peu comme les analystes d'affaires, il y en a beaucoup qui ont la certification, beaucoup de ça, mais chacun a un peu sa propre touche. Il y en a qui sont meilleurs dans les relations, d'autres sont meilleurs dans d'autres choses. C'est beaucoup la même chose au niveau du Lean Six Sigma, fait que n'hésitez pas, là. Je suis loin d'avoir la science infuse, puis j'ai fait du mieux que je pouvais pour rassembler tout ça. Dernier petit commentaire, peut-être, ma présentation est très franglais. J'ai beaucoup d'admiration pour Yves et l'équipe de l'IBA, là, d'avoir traduit le Baboc et tout ça. Là, je trouve que, honnêtement, j'ai dû passer quasiment la moitié de mon temps à juste essayer de trouver la terminologie en français pour fitter. Fait que je suis désolé, là, il y a de la terminologie en anglais parce que parfois, ça s'écarte tellement du sujet que ça devient plus difficile à suivre. Fait que, mais j'ai quand même beaucoup de références là, pour vous aider par la suite si vous voulez vous repérer. D'accord? Donc, ça a été difficile de partir quand même sans faire un petit peu d'historique. Pour ce qui est du Lean, dans le fond, quand on regarde dans l'histoire, moi j'ai mis l'aspect Toyota, là, parce que c'est beaucoup ça qui est connu là, dans les années plus 1930. Mais en fait, il y avait des embryons de Lean en 1950 à peu près à Venise. Il y en a eu en 1799 qui commençaient à interchanger les parts, là, les parts. Puis Ford, évidemment, qui l'avait commencé également à l'entour de 1913, là, le flot de production, tout ça. Mais ça a été principalement repris, dans le fond, par Toyota, qui ont fait le TPS, dans le fond. Puis, c'est un peu ce qu'on voit là, c'est comme leur maison de qualité, là, fait que c'est les fondations un peu du Lean à l'époque. Puis, en parallèle avec ça, on a le Six Sigma. Dans le fond, à l'époque, il y avait eu tout simplement l'invention de la courbe normale. Puis, par la suite, qui est à l'entour de 1778. Après, ça a été repris au début de 1808-1809 pour l'officialiser, disons. Puis, par la suite, c'est un peu intéressant parce qu'en 1920, il fonctionnait avec 3 Six Sigma parce qu'à l'époque, ce n'était pas des grosses mass production. Fait que, dans le fond, c'était suffisant l'erreur, les erreurs qui étaient omises de ce côté-là. Fait que c'est vraiment, le Six Sigma, c'est vraiment pour minimiser finalement les défects dans le fond. Fait que ce que ça fait, c'est que ça regarde dans le fond au niveau de la courbe, statistiquement, en fond, qu'est-ce qui devrait se trouver à ce moment-là pour éviter justement ou contrôler un certain nombre de défectuosités ou de défauts. Puis Motorola, quand ils sont arrivés là-dedans, plus dans les années 1980, ils ont plus focusé à ce moment-là sur avoir une approche de 3,4 défects par million. Fait qu'il a fallu qu'ils augmentent un peu là, ce que ça pouvait. Comme je disais, c'est un sujet en soi, là, mais j'ai mis beaucoup de références, vous allez voir, là, puis vous allez la voir, là, dans le fond, le partage d'informations. Fait que j'ai mis beaucoup de liens sur. Souvent, ce n'est pas nécessairement soit l'image, mais aussi des références intéressantes à lire de plus. Donc, du background de tout ça, parce que souvent, il a fallu que je merge plusieurs sources, fait que ce n'était pas une source vraiment unique. La plupart des dessins ont été remontés, mais j'ai mis quand même beaucoup d'informations si vous voulez vous référer par la suite. Donc, l'agenda de la rencontre, l'idée, c'est de couvrir le Lean Six Sigma, le DMIC, plus spécifiquement, qui est comme un peu la méthode ou la démarche principalement qui est reconnue. Kaizen, j'ai triché un peu dans l'invitation. Je ne sais pas si les gens s'en sont rendus compte. Là, à la base, le Kaizen, il fait partie du Lean Six Sigma, mais je trouvais quand même qu'il y avait une valeur à renforcer certains éléments qui ne sont pas nécessairement toujours réellement présents du concept de Kaizen dans les démarches de Lean Six Sigma. Fait que je voulais vraiment le ramener à part, puis vraiment focuser sur justement l'empowerment ou d'impliquer les gens puis les rendre autonomes à contribuer et à les mobiliser vers des solutions dans le contexte actuel. C'est pour ça qu'il est un peu à part. Puis vous allez voir un peu, il y a différentes déclinaisons ou conceptions du Kaizen qu'on va éclaircir ensemble. Puis, j'aimerais illustrer également le Lean Six Sigma dans nos interventions. Finalement, là, ça ressemble à quoi un peu dans une intervention? Puis, un peu un topo du marché. Je vous disais que j'avais fait quand même un peu le tour des organisations, les PME, ces choses-là. J'en ai pas rencontré tant que ça, peut-être une vingtaine, mais j'ai quand même un peu de pouls pareil à ce que je vois comme enjeu problématique, comment on les adresser, comment ça se ligne un peu, ça se relie à cette démarche-là et tout ça. Puis, je ne suis peut-être pas super bon pour donner des conseils sur qui veut devenir des futurs experts, mais j'ai quand même essayé d'assembler une couple d'éléments d'accréditation, tout ça, de références qui pourraient être utiles pour les gens qui veulent se lancer dans le domaine. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour l'instant ou est-ce que ça va à côté Yves? C'est beau, c'est tranquille, mais j'invite les gens là, à écrire dans le chat. Moi, je pourrais intervenir auprès de Stéphane. Merveilleux. Donc, en fait,
le Lean Six Sigma, recommençons à la base. Il y a beaucoup les wastes ou les gaspillages. Là, je préférais parfois garder le mot pareil en anglais parce que parfois c'est la référence. C'est vraiment le cœur du Lean, fait qu'on va regarder ça. On va regarder les bénéfices. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut tirer du Lean Six Sigma pour être sûr de ne pas juste essayer d'appliquer les outils. Tu sais, dans le fond, les outils, il y en avait plus que j'avais de minutes pour la présentation. Fait que dans le fond, c'était préférable de faire des choix que de les présenter. Les fondements un peu du Lean versus le Six Sigma pour bien comprendre la différence. Puis, un peu là, les approches finalement également du Lean, les Six Sigma, là, un peu le DMIC qu'on avait par rapport à ça. Donc, les 8 wastes, il y a un acronyme en anglais, c'est downtime. J'essaie de les summariser quand même assez bien ici. Là. La traduction n'est pas super, il y a des éléments qui sont un petit peu douteux, mais puis ce qui est un peu fascinant, c'est qu'il y a un paquet de traductions sur Internet, puis il n'y a pas d'uniformisation du tout. Donc, vous allez peut-être avoir de la misère à retrouver les mots, fait que peut-être que cherchant les wet waste en downtime ou en utilisant simplement là, les références que j'ai en bas qui généralement sont en anglais. Moi, j'aime bien l'histoire et ces choses-là, fait que je vous ai mis souvent les petites références parce que je n'avais pas le temps de le couvrir. Aux racines parfois japonaises, parfois allemandes, comme là, l'origine des wet waste, c'est les Muda, Mura puis Muri, toutes les affaires d'excès, irrégularité puis gâchis. Fait que si jamais ça vous intéresse par la suite, n'hésitez pas, c'est quand même assez intéressant un peu l'histoire par rapport à ça. Donc, dans les 8 wastes, ce qu'on a en première affaire, c'est les défauts. Ça inclut tellement, autant dans le fond, les produits qui sont produits, donc la qualité à la fin finale, que autant des efforts que de reprise de travail, s'ils sont mal effectués, de la mauvaise information, ce genre de choses-là. Donc, c'est autant des pertes quasiment matérielles que de temps d'information par rapport à ça, dans ce sens-là. Tout ce qui est la surproduction, c'est quand même, moi j'en vois beaucoup moins honnêtement de ce temps-ci. On est en contexte beaucoup dans les entreprises, je ne sais pas pour vous, mais plus de... les gens ont de la misère à produire et à répondre à la capacité plus que d'autres choses. Fait que c'est une des pires wastes là, qui est intéressant justement là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose que je vois beaucoup là, dans ce temps-là en termes de pénurie actuellement. Tout ce qui est l'attente, dans le fond, c'est le temps perdu sans valeur ajoutée. Fait que ça peut être autant à travers, entre souvent des étapes de processus, entre différentes personnes, ou même à l'intérieur d'une même étape. Parfois, on attend après quelque chose, quoi que ce soit. Les tenants non utilisés, là, c'est comme, dans le fond, c'est les expertises des gens, là, beaucoup, là. C'est de ne pas les utiliser à leur plein potentiel. Autant au niveau des les compétences, les connaissances des employés, ça peut être des choses parce que c'est des tâches répétitives, niaiseuses, des tâches manuelles, des choses comme ça, des choses que les gens pourraient faire beaucoup plus. Fait que c'est tout ce volet-là là, qui est exploré ici. Tout ce qui est transport, c'est un peu parfois confus avec les mouvements. Là. Transport, c'est beaucoup les transports inutiles de produits, matériaux, ces affaires-là. Il y a bien des endroits que je vois qui déplacent beaucoup des machines, qu'il faut qu'ils traitent des choses comme ça là, pour des services, des réparations, des choses comme ça. Du produit ou des choses comme tout ça. Alors que le mouvement, c'est beaucoup plus des déplacements inutiles des employés. Tu sais, dans le fond, on parle plus de stations de travail, des choses comme ça, fait qu'ils se déplacent d'une station à l'autre. Est-ce que justement, sa station de travail, c'est bien aménagé? Est-ce que tout est apporté, ce genre de choses-là? Ça a l'air niaiseux, mais c'est souvent rarement le cas que la personne reste en place. C'est sûr que dans les bureaux, c'est quelque chose, mais tout ce qui est manufacture, garage, ces choses-là, services, beaucoup d'affaires manuelles, beaucoup d'affaires qui se promènent, beaucoup de pièces ou d'équipements qui vont chercher un peu partout, donc c'est pas du tout optimisé à ce niveau-là. L'inventaire, ça, j'en vois quand même beaucoup également. Il y a beaucoup d'excès de produits et de matériaux qui sont non utilisés. Souvent, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'inventaire. Il y a de l'inventaire qui traîne depuis très longtemps, qui n'a jamais été classé, des choses comme ça. Parfois, il y a des mismatchs entre la demande du client, finalement, dans le fond, parce que, exemple, il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement ou de délai actuellement, entre autres. Là. Fait que les gens, parfois ils perdent les saisons. Là. Parfois, ils reçoivent plus tard que pour la saison des fêtes ou des choses comme ça. Fait qu'ils perdent leur occasion. C'est ce qui se produit beaucoup actuellement. Beaucoup de délais. Puis le surtraitement, c'est beaucoup de faire plus de travail que ce qui est requis finalement. Ça peut être de la répétition des tâches. Des gens, parfois, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas nécessairement, surtout dans les grosses entreprises, même dans les petites, en fait, qui ne savent pas nécessairement que l'autre personne travaille là-dessus. Ils font en double, ils refont des étapes, ils se revalident, ils ont refait un fichier Excel, l'autre le fait aussi, ce genre de choses-là, de la double validation, ou tout élément, justement, qui est au-delà des attentes du client. Parce que dans le fond, travailler sur la qualité, c'est très bien,
mais en même temps, il y a un coût à la qualité. Plus tu augmentes en effort, ben, à ce moment-là, ben, ça coûte beaucoup plus cher pour atteindre un certain niveau de qualité. Donc, c'est vraiment la base, là, les fondements du Lean. Quels bénéfices on peut en tirer? J'aime ça beaucoup avoir des vues holistiques, pas juste dire, dans le fond, ben, on réduit les coûts, les temps de traitement, ces affaires-là. Le focus, c'est beaucoup au niveau du client d'amener de la valeur. Fait que c'est beaucoup relié, comme l'analyse d'affaires puis les différentes autres choses comme ça agiles, c'est beaucoup relié sur amener de la valeur. C'est beaucoup la qualité aussi, comme on disait. Fait que c'est beaucoup de diminuer les plaintes, les retours, puis d'augmenter la loyauté du client. C'est ce qu'on cherche à aller en bout du compte. C'est sûr qu'il y a des interventions qui sont très techniques à des endroits spécifiques pour sauver du temps, mais il y en a beaucoup également qui se font au niveau de la qualité pour s'assurer justement qu'il y ait le moins de pertes et que ça réponde vraiment, qu'on focus vraiment sur ce que le client a besoin, puis toutes les autres étapes qui ne répondent pas à cette valeur-là finalement. Évidemment, un des gros objectifs, c'est réduire les coûts puis augmenter la rentabilité. Au niveau des opérations, c'est beaucoup de simplifier. Souvent, c'est très complexe. Il manque de cohésion, des choses comme ça, standardisées. Plusieurs personnes qui font la même chose, ils le remettent de façon différente, des choses comme ça. Fait que ça occasionne beaucoup de délais, beaucoup d'efforts, beaucoup de mauvaise compréhension. Les clients sont mélangés, ils passent d'un employé à l'autre, c'est pas de la même façon. Toute cette dynamique-là là, qu'il faut également éviter. Le gaspillage, c'est beaucoup ce qu'on a mis en haut, ce qu'on vient de voir. Évidemment, également, augmenter la productivité dans le fond. C'est de les garder centrés, il faut focuser sur des activités qui ont de la valeur ajoutée et surtout augmenter la capacité de production aussi. Parce que souvent, les enjeux que je voyais au niveau des compagnies, c'est pas juste d'être plus rentable. Oui, c'est un gros enjeu, mais c'est beaucoup qui avaient besoin d'augmenter leur capacité de production, alors qu'ils ont des enjeux, puis on va en reparler plus tard. Ils ont moins de ressources, ils ont des problèmes ou des enjeux ou des délais de réception de marchandises. Donc, c'est vraiment augmenter la capacité. Puis souvent, ben, leur équipement, leurs machines, leurs outils sont à full capacité. Fait ils ont souvent des downtime, des choses comme ça. Fait que c'est de voir comment on peut améliorer ce volet-là. Tout ce qui est produit également, dans le fond, c'est augmenter la qualité, comme on disait, puis diminuer les erreurs. Puis les employés, ce qu'on remarque beaucoup, dans le fond, c'est que, surtout avec le Kaizen qu'on parle là, de ce que nous, on vise, c'est beaucoup de développement de l'implication des gens. Fait que ça amène beaucoup de communication, de collaboration, puis de mobilisation. Fait qu'au début, les gens parfois sont réticents. On le sait, là, vous êtes habitués, vous faites dans les affaires, la gestion de changement, c'est clé. Mais c'est beaucoup d'essayer d'aller chercher des quick wins. Là, les gens, quand ils sentent que finalement, ils ne travaillent plus juste seuls dans leur coin, ils commencent à moins faire des activités répétitives, des choses comme ça, là, ils embarquent, ça donne un momentum, ça devient stimulant pas mal pour tout le monde. Ça va toujours? Je sais que je parle vite, là, mais. Ah, OK. Un autre gros tableau. Au moins, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de slides. Là, fait que, j'ai quand même essayé de mettre beaucoup de stock. Là, fait que c'est un peu chargé, là, mais j'espère que vous allez survivre à ce phénomène. Donc, le Lean, c'est juste pour revenir, le Lean Six Sigma, c'est sûr que combiné ensemble, c'est très bien, mais dans certains contextes, il faut utiliser un peu les forces et faiblesses de l'un ou de l'autre parce qu'il y a tellement d'outils. C'est un coffre à outils, fait qu'il faut comprendre un peu quand est-ce les utiliser et à quoi ils servent. Fait que le Lean, ça le dit un peu, c'est beaucoup le focus sur la valeur et l'efficience. Fait que c'est toutes les ways qu'on parlait tantôt. Fait que réduction du gaspillage puis des délais. Alors que Six Sigma, c'est beaucoup plus la variation, c'est la qualité puis la consistance. Fait que, tu sais, c'est beau dire, mettons, qu'on réduit idéalement un appel à, je ne sais pas, 3 minutes pour une prise d'appel. J'essaie juste de sortir des contextes de manufacture. Mais si dans le fond, on a une variation d'appels, parfois c'est 1 minute, parfois c'est 10 minutes, des choses comme ça, on aimerait ça standardiser un peu plus pour que ça soit toujours pareil. C'est un peu ce genre de choses-là qu'on recherche à centrer. Autant les centres d'appel que les chaînes de production, que ce soit toujours équilibré, ce genre de choses-là. Puis de réduire, comme on disait, les variations puis les défectuosités 3,4 par million. Là. Mais ça s'applique les stats autant aux défectuosités qu'à plein d'autres aspects, comme on disait, ça peut être des temps ou de qualité ou des standards qu'on veut atteindre ou des choses comme ça. Ce qu'on remarque beaucoup dans les méthodes, c'est que le Lean, c'est beaucoup l'observation. C'est des affaires comme le Value Stream Mapping, on va le voir plus tard. C'est un schéma au niveau qui représente c'est quoi un peu les intervenants, les étapes du processus, les temps, ce genre de choses-là. Donc, un peu la chaîne, je ne dirais pas la chaîne de valeur, là, parce que même dans les mêmes disciplines, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Fait qu'on commence à mélanger les architectes des analyses d'affaires, puis les lignes, puis tout ça, ben, on a comme un peu trop de choses. Fait que, disons, un value stream pour l'instant, puis on s'entendra là-dessus à un autre moment. Et un paquet d'outils lignes qu'on va voir. Du côté du Six Sigma, à la place d'être plus d'observation, puis
des analyses, ben, c'est beaucoup des analyses statistiques, en fait. Fait que ça prend beaucoup de statistiques généralement. Puis c'est des contrôles qualité, des choses comme ça. Fait que sans statistiques, ben, le lean, il faut en monter. Fait que c'est pas nécessairement toutes les entreprises qui peuvent le faire. Fait que ça amène certaines barrières. Fait que je vous en reparlais tantôt, là, mais à ce moment-là, il faut que tu trouves d'autres façons un peu d'y parvenir. Par contre, comme je disais tantôt, je ne peux pas vraiment rentrer dans les types d'analyse parce que c'est plusieurs graphiques et tout ça, mais je pense que j'ai mis des références quand même. Là, je vous les référer, mais c'est quand même assez costaud à ce niveau-là. Le Lean, dans le fond, il y a l'approche PDCA qu'on va regarder tantôt, qui est comme une bonne démarche pour la culture d'amélioration continue. Puis le Six Sigma, c'est DMIC et DMADV. Je vais faire la différence entre les deux. Les cycles-là sont quand même plus avancés, plus complexes, je dirais, là, que PDCA. C'est pour ça souvent qu'ils ont été conservés dans la ligne Six Sigma. Mais le PDCA, pour les entreprises, souvent qui sont plus pratico-pratiques, qui n'ont pas de statistiques, c'est quand même plus adapté. Donc, un survol Lean versus Six Sigma. Puis Lean Six Sigma, on va le voir ensemble, c'est les deux, mais le Lean, c'était la méthode PDCA, vous le voyez souvent dans une boucle, c'est comme un cycle d'amélioration. Fait que la planification, c'est beaucoup, c'est quoi les opportunités, puis ce que tu te vises à atteindre. D'où c'est souvent implémenter une solution pilote, puis regarder, as-tu des bons résultats, des choses comme ça. Après, de valider un peu, d'évaluer est-ce que c'est une bonne solution, c'est viable et tout ça, puis faire un déploiement un peu plus massif à ce moment-là, ça donne des bons résultats. Ou évidemment, à ce moment-là, se réajuster si ce n'est pas une bonne approche ou quoi que ce soit. Fait que dans les PME, souvent, c'est quelque chose qui est très concret pour eux, qui leur parle beaucoup. J'ai plusieurs références par rapport à ça. Là. Fait que j'ai des beaux exemples là, sur tout ça. Ensuite, le DMIC Six Sigma, c'est DMIC et DMADV. Si vous voulez voir le détail au complet, je l'ai mis séparé en lien. C'est un cycle en 5 étapes. Puis d'un côté, DMIC, c'est beaucoup de l'amélioration de l'existant, tandis que DMADV, c'est plus un design, puis de monter quelque chose d'autre, un nouveau processus. Mais c'est sensiblement les mêmes étapes. Fait que pour le simplifier, je ne voulais pas faire comme 3-4 dessins, fait que je les ai mis ensemble. Mais ça se ressemble beaucoup, puis il y a des endroits où ils comparent les deux. Là. Si jamais vous voulez savoir, je pourrais vous le montrer après. Mais en gros, dans le fond, tu définis ton problème, tu le quantifies, tu identifies les sources, par exemple, du problème, tu trouves des pistes de solutions, puis dans le fond, un contrôle, vérification, puis tu surveilles, tu le maintiens, puis tu t'assures de le faire suivre. C'est encore des boucles. Souvent, c'est plus par rapport à des projets en tant que tels. Là. Les deux, c'est plus au niveau des projets que ça se fait. Fait qu'il manque un peu un petit bout là, de comment justement j'oriente ces projets-là, comment je les sélectionne, comment j'ai choisi ce genre de choses-là. C'est un bout qu'on va rapporter un peu plus tard dans la présentation. OK. Avant de rentrer dans les DMIC un peu plus clairs, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour l'instant? Si vous voulez faire un peu d'interaction, n'hésitez pas là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Parfait. Donc, DMIC, juste pour revenir, j'aurais pu faire la même présentation sur le PDCA ou les DMADV, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça aurait été lourd de faire les trois, donc j'en ai pris un. Mais ça se ressemble beaucoup, donc vous ne serez pas perdu là. Fait que, ce que je vais présenter, c'est un sommaire des outils, les techniques, les activités. J'ai vraiment beaucoup simplifié le schéma parce que c'est énorme, honnêtement. Là. Comme je disais, il y a vraiment 50 et plus probablement là, outils et tout ça. Puis, j'essaie de le décortiquer en mettant des exemples d'outils à chacune des étapes qui peuvent être pertinents et parlants. C'est un peu ce qu'on va voir dans ce bout-là. Dans le DMIC, dans le fond, c'est ce que je disais tantôt, définir, mesurer, analyser, améliorer, puis contrôler, surveiller. Ça, c'est des exemples d'outils. Ceux qui ont des cœurs, dans le fond, c'est ceux que j'ai donnés comme exemple pour faire un peu une illustration de la chaîne, si je peux dire. Il y a beaucoup d'éléments que vous allez probablement reconnaître, là, des project charters, des choses comme ça, là, au niveau de la définition, là, la voix du client, du processus, les coûts de la peau qualité, des défauts, dans le fond. Fait que tu as tout ça. Ce que j'ai pris, c'est le value stream mapping, ce que je parlais tantôt, qui donne une idée à haut niveau de c'est quoi le topo, dans quoi je m'embarque, c'est quoi la portée là, de ça. Puis, CIPOC, vous allez le voir là-dedans, là, il y a un paquet d'outils, puis j'ai fait exprès pour en reprendre, là, qui sont communs à l'analyse d'affaires. Ce qui est intéressant à ces méthodologies-là, c'est comme s'il y a, je ne sais pas, 200 outils, je dis n'importe quoi.
Puis ben, l'architecture en a repris un bout qui est lié à ceux que les analystes d'affaires reprennent, puis qui est lié à ceux que le Lean reprennent, puis qui est lié à ceux que, mettons, des PM reprennent. Fait que parfois, là, c'est sûr que j'ai été avec des outils plus Lean Six Sigma, mais parfois, ils ont des outils, mettons, pour le marketing, des choses comme ça, que ça peut être intéressant plus d'aller prendre des outils de marketing. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Fait que c'est des exemples, ça répond aux besoins, mais tant qu'à moi, c'est juste une base de référence d'un coffre à outils. Ça ne vous limite pas à ça. Moi, j'ai triché un peu sur mes outils, je les ai modifiés, adaptés. Fait que bon, peut-être éventuellement, je en reparlerai, là, mais les outils qui sont là quand même sont bons, font la job, donc c'est un super bon point de référence. Fait que c'est ça un peu que je vais vous présenter là. Fait que définir le value stream puis SIPOC que vous connaissez. Fait qu'un coup, j'ai une idée du topo transversal, je suis capable de faire avec le SIPOC sur c'est quoi mes intrants du processus, ma transformation et tout ça. L'Ishikawa mesuré, c'est sûr que je vais prendre quelque chose de simple. Fait que parfois, quand on n'a pas de données, des choses comme ça, là, je me rapproche plus du cas du Lean où je n'ai pas de données que le Six Sigma, mais je peux plus y aller avec des analyses de pourquoi, trouver les causes, ces choses-là, puis l'essayer tout simplement, sans avoir nécessairement un paquet de statistiques. C'est bon d'avoir des objectifs puis de le mesurer, mais je veux dire, on n'a pas nécessairement besoin de partir avec ça non plus. Puis oui, j'ai mis définir, mesurer. C'est sûr que de prendre des mesures, c'est super bien pour le définir. Analyser, bien là, on rentre dans un paquet de graphiques. Toutes les dynamiques de les histogrammes, Pareto, toutes les charts qu'il y a, les P-charts, Bon, en tout cas, il y en a un paquet, là. Fait que je ne voulais pas nécessairement faire ça. Si jamais vous êtes intéressé, on pourra peut-être faire une autre conférence ou quoi que ce soit, mais c'est quand même quelque chose de lourd que je passe un bon bout de temps là-dessus. Fait que j'ai décidé de le mettre un peu de côté, mais en gros, c'est simple. Tu fais des graphiques, tu regardes si les graphiques, il y a l'air des points croches. Il y a des points croches, tu regardes dessus, puis tu trouves une solution. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que tu as déjà je dirais, des beaux petits dessins qui disent quel graphique prendre dans quel cas quand vous cherchez un peu. Quand vous voulez y aller de façon simple, plutôt que de mémoriser tout par cœur, vous regardez un schéma qui vous explique la logique. Puis après, ben, vous avez pas mal des interprétations de c'était quoi ben, normal ou pas normal. Ben, à ce moment-là, comment je fais pour la ramener à une distribution normale ou est-ce que je l'accepte que ce n'est pas normal, justement, ce qui est bien correct aussi. Puis de trouver, d'identifier lesquels sur lesquels tu dois te pencher et tout ça. Fait que tout est déjà monté. Fait que ça pourrait être l'objet d'une autre présentation. Fait que je voulais quand même vous montrer que j'avais une idée de quoi je parlais, mais en même temps, ce n'est pas l'objectif de la rencontre. L'amélioration, Kanban. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très habitués, la plupart d'entre vous, je suis sûr, font de l'agile, tout ça. Il y a le Kanban qui est comme le consolidé un peu tout l'ensemble au niveau du travail. Mais il y a aussi, quand on fait pour le Kanban, des cartes Kanban en tant que telles, surtout dans la manufacture, ces choses-là, ça commence à être très intéressant. Fait que je vais vous montrer un exemple de comment ça se connecte. Puis, à ce moment-là, ben, dans l'amélioration, c'est tu commences à détailler exactement qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis tu améliores, dans le fond, le 5S, c'est ton environnement de travail. Fait que, ce que ça donne depuis le début, c'est que tu as une idée dans quel contexte tu opères, tu as une idée, la SIPOC, c'est quoi que tu fais comme transformation de tes intrants, tes extrants, tu trouves tes causes, tes problèmes avec des mesures, donc tu sais quoi améliorer, tu trouves des améliorations où tu poses une hypothèse, là, je dirais, là, mettons, de comment je vais essayer de travailler à l'avenir avec un Kanban. Puis basé là-dessus, je suis capable de dire à ce moment-là, c'est quoi l'aménagement de l'espace de travail et tout ça, ou de l'espace qui serait optimal, considérant le restant de la suite. Puis là, je le dis de même, mais je vais le répéter en détail, c'est juste pour vous donner une idée. Là. Puis, à la fin, au niveau des contrôles, ces choses-là, c'est de mettre des normes, des procédures, des choses comme ça. Fait que souvent, c'est appelé les Standard Operating Procedures. Dans le fond, c'est juste la liste des activités. Ben, je veux dire bête et méchant, c'est pas vrai que c'est bête et méchant, mais je veux dire, c'est détailler vraiment exactement ce qui doit être fait et tout ça. Puis aussi, comment on va le contrôler. Tantôt, tu parlais de mesures et de choses comme ça. Quand c'est en genre de production, il faut commencer à mettre des mesures. Même si tu n'en as pas au début pour l'analyser, c'est le fun de commencer à les suivre pour t'améliorer, puis créer une boucle à partir de ça. Quand il n'y a pas de mesure, on pourra reparler si ça intéresse des gens. Là, il y a différents trucs pour contourner ça. Là, fait qu'on pourra retourner revenir là-dessus s'il y a des questions là-dessus. Ça va? OK. Fait que là, dans le fond, je vais reprendre plus détaillé, plus lentement, parce que je parle vite, ce que je viens de dire. Définir value stream. Et je sais que c'est petit, là, j'ai mis les liens, là. Puis il y a des beaux liens, là, j'ai mis. Ici, c'est souvent quand je mettais des références directement. Donc, j'ai pris une image. Puis en bas, c'est quand je vous invite à aller voir une référence. Comme là, il y a un exemple quand même assez parlant de comment bâtir ça. Vous n'avez pas besoin de nécessairement tout bâtir, mais c'est juste, si jamais ceux qui sont curieux. Puis, dans un value stream mapping, au début, on n'a pas besoin nécessairement de descendre autant détaillé que ça, c'est juste pour l'imager. Mais l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça fait lien entre autant tes fournisseurs que tes clients
dans un mode qu'on essaye d'être de plus en plus en mode pull, c'est-à-dire qu'on essaie de produire à mesure qu'on se fait poser ou qu'on se fait des demandes du client. Donc, de réduire le plus possible l'approvisionnement et les transformations à ce moment-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a décortiqué les transformations, processus A, B, C. Ce qu'on était capable de dire, c'est quoi les temps de traitement? Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, c'est quoi les temps de traitement qui ajoutent de la valeur au processus versus lesquels qui ont des délais qui n'ont pas nécessairement de valeur. Puis après, on regarde des choses comme les machines, le uptime des machines. Mettons 100 90 80 Puis là, on est capable de comparer, mettons, à ce moment-là, c'est quoi ma proportion du temps qui est réelle de valeur versus non-valeur. Ça donne déjà une très bonne idée, même à haut niveau, des pistes d'amélioration de ce qu'on devrait faire. Dans une deuxième étape, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est prendre, mettons, je ne sais pas, le processus A, B ou C, ou même l'approvisionnement en tant que tel. Là. Mettons, le uptime, on dit qu'on le prend parce qu'il est à 80 il est plus bas, puis pour une raison quelconque, ça nous cause un problème parce qu'il y a des uptime, donc ça veut dire que, je ne sais pas, il y a des arrêts de production, il y a des temps de time, il y a des temps d'arrêt, il y a des maintenances, ou whatever else. Là. Donc, on est capable d'analyser à ce moment-là, de détailler c'est quoi les intrants, c'est quoi la transformation, c'est quoi l'output, donc pour commencer à faire de l'amélioration à ce niveau-là. Ça, c'est la définition du problème. Quand on veut le mesurer, comme je disais, si on a des statistiques, c'est fantastique, mais je n'ai pas tant de statistiques que ça. Même étrangement, dans les grosses compagnies, je ne sais pas pour vous, là, ce qui se passe, c'est que souvent, ils ont plein de données. Il y en a un paquet manuel, il y en a un paquet dans plein de systèmes, il n'y a aucune cohésion. Ça leur prend souvent un mois pour les combiner ensemble, pour produire un rapport, mais dans le fond, ils n'ont pas le temps de l'utiliser, puis ils sont déjà bien en retard quand ils veulent l'utiliser. Fait que, finalement, ils ont besoin de beaucoup d'outils et de choses comme ça. Fait que souvent, il faut qu'ils aillent quand même beaucoup à la base avec plus d'observation, des choses comme ça. C'est là que des outils comme les Shikawa, des choses comme ça, c'est un exemple. Là. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être juste des gens eux, ça peut être du brainstorming, ça peut être des gens souvent qui connaissent les problèmes à haut niveau. On commence à brainstormer. C'est surtout le handshake entre les gens qui est difficile à comprendre. Là. Tu sais, dans le fond, toi, tu livres ça, la personne elle utilise vraiment la transformation. Fait que c'est ce bout en bout-là qu'il faut comprendre, mais c'est pas que nous aider à le régler. Donc, on cite vraiment un problème en tant que tel. Puis à ce moment-là, c'est un exemple, le materials, les processus, ces affaires-là. Ça peut être d'autres actes également pour trouver des pistes d'amélioration. Puis à ce moment-là, bien, si on a des données, on les analyse, puis on les définit, puis on les analyse, les données. Ça va toujours? Ensuite, ce que j'ai ramené, c'est un exemple de carte Kanban dans le contexte de Toyota. Souvent, il y en a deux types de cartes. L'idée, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est que à chacune des étapes, chacune des activités, finalement, l'idée, c'est d'être capable de dire qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu as besoin, combien de temps c'est censé te prendre. C'est comme un peu l'équivalent des Kanban là, en Agile ou quoi que ce soit, mais détaillé au niveau opération manufacturier pour être capable de dire, dans le fond, c'est quoi mon prochain processus? Il vient de où? Où je prends mes pièces? Tout ce genre de dynamique-là. Ça veut dire que la personne n'a pas besoin de penser. Ça veut dire que le concept de Kanban, c'est souvent associé à signaler ou à viser ou quoi que ce soit. Fait que dans les manufactures, souvent, ce qu'ils font, ce qui est intéressant, c'est qu'ils fonctionnent avec des cartes. C'est sûr qu'il y a des outils électroniques là, qui font un peu le même genre de notification. Mais à ce moment-là, ils s'en vont mettre des cartes spécifiquement à un endroit pour dire que, puis allume une lumière, mettons. Puis à ce moment-là, la personne, elle a une carte, ça va voir la carte, elle sait exactement c'est quoi qu'elle a besoin de produire, pour combien de temps, quelle quantité, toutes ces affaires-là. Puis même de loin, on voit à ce moment-là le board de ce qu'il a besoin de produire. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, la personne, elle sait qu'il faut, mettons, qu'elle récupère tel item par tel fournisseur à tel endroit, store shelf à tel endroit, où elle va le porter après, tout ce genre de dynamique-là. Fait que les gens, ils n'ont plus besoin de penser ces choses-là, sont vraiment centrés sur leur job en tant que tel. Puis, c'est là que par la suite, à ce moment-là, c'est que si tu sais exactement quel job tu as besoin de faire, quelle transformation, quelle opération, si tu une drill, si tu un perçage, si tu combiner des choses, si tu les trier, ben, tu es capable d'améliorer ou d'aménager l'espace de travail. Puis on tombe dans les 5S, qui est un autre outil. Donc, l'idée, c'est la traduction française est moyenne, là, mais sort, set in order, shine, standardize, puis sustain. Ça pourrait être quelque chose comme, l'idée, c'est de trier les choses. Fait que supprimer tout ce qui est inutile. Parce que souvent, il y a des gens qui ont beaucoup d'inventaire, beaucoup d'affaires qui traînent, des choses comme ça. Ça prend de la place. Ça peut être des vieux pneus, des affaires de même. J'en ai vu de toutes sortes là, dans les garages, puis ces affaires-là, puis même dans les usines de production.
ils ont un paquet de stuff d'acier en arrière des affaires. Ceux qui utilisent sont en arrière de certaines autres choses, alors que d'autres sont accessibles, mais ne sont pas utilisés. Tout ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment de faire un tri, se débarrasser de tout ça. Après, c'est de revoir comment c'est structuré. Qu'est-ce qui est où ça devrait être, comment c'est dans mon flow, est-ce que c'est loin par rapport à mon poste de travail. Tu sais, on parlait beaucoup de déplacement tantôt, puis de transport. C'est beaucoup cette dynamique-là. Fait que c'est d'optimiser tout ce rangement-là, que ce soit tout apporté. Puis justement, les Kanban, le prolongement de ça, les exemples que j'ai vus, puis je mets des références plus tard, quand ils sont à leur poste de travail, mettons, il manque de stock, il y a une boîte juste en dessous, ils tassent, ça dit où aller chercher pour l'overstock, où repasser la commande sinon de besoin. Tout ce genre de dynamique-là, tout est déjà bien structuré pour être le plus efficace possible. Scintiller, c'est un peu le shine, c'est la portion de nettoyer l'espace de travail, rendre ça agréable, motivant pour les gens, tout ça. Standardisation, c'est un peu, ça commence à être du wrap-up du restant, c'est définir les normes, tout ça, pour dire, ça va être quand mes entretiens, comment je vais, toute cette dynamique-là mécanique de, c'est quoi mes standards, mes normes, mes procédures, comment je vais me prendre tout ça. Puis, suivre, sustain, analyser le roulement continu, tout ça, c'est vraiment le beat pour dire que dans le fond, ça ne tombe pas, on fait ça en one time, puis après, ça tombe à l'oubli. Fait que c'est vraiment transformer l'environnement de travail en tant que tel spécifiquement. Puis généralement, ça a beaucoup d'impact sur la sécurité et le moral des gens parce qu'il y a beaucoup moins d'affaires qui traînent, les zones, les affaires sont bien rangées, sont toute la patente. Sur la qualité des produits aussi, dans le fond, il y a un meilleur roulement, la qualité, c'est bien entretenu, c'est bien déposé, pas des affaires qui traînent un par-dessus l'autre, en arrière de l'autre affaire. Tout ça, il y a beaucoup d'affaires qui se maganent dans ces contextes-là. La durée de vie des équipements également, tout est bien positionné, bien rangé, ça ne traîne pas, ça ne cogne pas sur d'autres choses, ce genre de choses-là. J'ai des exemples de vidéos là, à l'époque, plus tard. Puis aussi, pour les intéressés, là, les origines japonaises, là, moi j'aime bien ces affaires-là. Puis l'objectif du 5S, c'est beaucoup diminuer les blessures, les coûts de production, les défauts. Les employés qui sont sous-utilisés à ce moment-là, il y a moins de perte de temps à rassembler le stock, à se déplacer, ce genre de choses-là. C'est vraiment produire la job, puis à se centrer sur comment ils peuvent améliorer les choses. Puis évidemment, le coût d'inventaire, parce qu'à ce moment-là, il y a un mauvais roulement, ça se fait automatiquement, c'est basé sur le besoin. C'est beaucoup plus en mode de c'est toujours réactif par rapport à des commandes et non proactif à pousser là, la création du produit. Pour finir ce cycle-là, un peu comme je disais, un coup qu'on a tout défini à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, comment on s'y prenait l'environnement de travail, l'aménagement, tout ça, bien là, c'est vraiment les écritures des procédures spécifiquement. Puis, on avait parlé de mesures également. Même si on n'avait pas de mesures, on peut les avoir définies pour être capable de commencer à avoir des tableaux de bord, des choses comme ça, pour être capable de les mesurer. J'ai peut-être une question pour toi. J'ai peut-être une question pour toi, mais peut-être que tu n'y répondras pas tout de suite. Te préparer ou tu y réponds. Ta préoccupation, c'est, là, tu nous présentes déjà beaucoup de choses, tu nous l'avais dit, il y a beaucoup de théories. Là, les gens se posent la question dans une entreprise néophyte où on part presque de zéro. Ça va être quoi les approches que tu vas préconiser pour qu'on puisse quand même faire des quick wins? Tu en as parlé tantôt. Oui. Peut-être que tu vas en parler un peu, comment tu vas opérationnaliser cette approche-là. J'en parlerai légèrement plus tard. Parfait. Je vais mettre la table un petit peu avec le Kaizen. Puis moi, j'ai une approche spécifique. Je ne sais pas que c'est la meilleure, mais je vais la partager. Fait que, on verra après, à partir de là, comment on peut se pointer, mais c'est la question typique. Puis, mais je vais juste quand même introduire le sujet, là. C'est que ce qu'on mentionnait ou ce que je mentionnais tantôt, ben, je pense que c'est plus ici, là. Le PDCA, quand même beaucoup plus accessible en mode observation, où on s'en va amener les gens à faire des interventions beaucoup plus précises, tandis que le DMIC est beaucoup plus complexe avec de l'analyse, des mesures, des choses comme ça. Okay? Fait que les entreprises, souvent pour partir, ils vont plus y aller avec un lean. Même si le Lean Six Sigma penche là-dessus, quand tu n'as pas de statistiques, tu n'as pas de structure. Puis moi, ce que j'ai vu dans les PME, là, je vais quand même renchérir un peu sur la question, là, c'est que, puis j'ai une synthèse de ça plus tard, là, mais il n'y a pas de processus, il n'y a pas de rôle et responsabilité. Tout le monde en refait la même affaire. Ils se garochent partout. Il n'y a même pas de gestion de temps en partant. Tu sais, je veux dire, c'est exactement ce que vous dites. Là. En tout cas, je pense que c'est ça le point de la question. Fait que, veux pas, il faut remonter à l'humain. Là. Il faut le roter. C'est quoi qui t'arrache du temps dans la tête puis qui t'agace? Là? Fait que, ça a l'air niaiseux, mais il faut quand même repartir comme un psychologue à la gestion du temps. Là. Puis j'exagère à peine pour dire,
là, vous dites que vous avez, mettons, je vais donner des exemples, OK? Trop de communication, trop de courriels, vous faites plein d'affaires manuelles. Ça vous tente-tu d'utiliser un petit Excel, rassembler ces affaires-là, qu'est-ce que vous faites dans une semaine? Puis là, ça a l'air niaiseux, je dis pour les PME, mais j'ai fait les mêmes exercices pour les dirigeants dans les grosses entreprises. Fait que je veux dire, l'humain reste l'humain, puis c'est une des premières affaires que j'ai eu à faire moi aussi pour moi-même. Là, je veux dire, j'étais encore en train de me structurer, là, je suis en croissance, fait que j'ai le même problème. Fait que c'est un peu là qu'on part. Fait que c'est beaucoup de partir sur des quick wins des gens, qu'est-ce qu'ils ont en tête. Puis c'est souvent un mix que, puis là, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, là, vous le savez, vous êtes des analystes d'affaires. Ce qu'il y a de besoin de client, là, puis ce qu'il veut que tu fasses, là, souvent, c'est pas tout à fait la même chose, OK? Puis il faut quand même lui donner un petit danane pareil pour lui faire plaisir parce que tu vas avoir son adhésion puis rentrer, mais en même temps, tu sais, ce que j'ai appris, moi, je vais toujours faire la bonne affaire de la bonne façon. Puis ce que j'ai appris, c'est que c'est pas important de faire la bonne affaire de la bonne façon. Il faut que tu lui fasses plaisir, puis tu l'amènes progressivement à comprendre le cheminement. Puis après, tu restes avec lui, puis il est pas niaiseux. Ils ne sont pas niaiseux, c'est pas parce qu'ils sont niaiseux, là. C'est parce que c'est différent, puis dans l'action, puis il y a un paquet de commandes. Fait que lui, il a beau dire il n'arrive pas à produire, il y a des problèmes de rentabilité, il ne trouve pas de staff, ils te répondent à minuit le soir. Là, tu vas leur dire, on va s'asseoir puis on va discuter de ce que tu pourrais mieux faire dans ton entreprise. C'est clair que ça ne fonctionne pas. Fait que la première étape, c'est de revenir à la base de la relation humaine, je pense, puis de dire, regarde, comment on peut t'aider dans ton agenda? C'est quoi les major pain points un peu de façon globale avec un atelier? Souvent, les gestionnaires, ces choses-là, pour être capable d'adresser dès le départ 3-4 points qui sont problématiques partagés. C'est un peu ce que je fais actuellement dans une compagnie de construction actuellement. Je ressens c'est quoi les enjeux, ces éléments-là, pour être capable de faire des quick wins. La communication, les rencontres, qui a besoin de savoir quoi, les choses comme ça, pour leur libérer un peu de temps, puis après, ils sont beaucoup moins réfractaires à investir plus de temps avec toi. Puis, veux pas, tu as déjà commencé à améliorer leur temps ou à leur sauver du temps. Fait que tu commences peu à peu à mettre ça en place. Puis à mesure qu'ils te connaissent, qu'ils te comprennent, bien là, à ce moment-là, tu avances de plus en plus vite pareil. Fait que c'est beaucoup de repartir à la base de qu'est-ce qu'ils font. Mais je donne pareil des exemples un peu de comment je le fais dans les PME. J'espère que ça répond quand même en partie à la question. Ben, tu as mis la table. Très intéressant. Okay. Puis en passant, je voulais le dire au départ, là, pour moi, c'était acquis, là, moi, je suis un généraliste. Hein. Fait que je suis parti analyste d'affaires. Puis, pour une couple qui m'ont connu, ce que je me suis aperçu, c'est dans les grosses entreprises, puis beaucoup de grosses entreprises le reconnaissent. Après qu'on ait travaillé super fort, qu'on était des stars, puis la patente, je me suis fait dire, méga gros projet, hyper monétairement onéreux. Dire, hey, vous êtes super bon, c'est incroyable, méchant de bon job. On ne l'utilisera pas vraiment parce qu'on vous a mal orienté, mais c'est notre faute, mais je veux vraiment que tu travailles avec nous autres pour la prochaine chose. Moi, ça m'avait totalement débiné. C'est pour ça qu'on est remonté un peu plus là, en arrière de OK, qu'est-ce qui oriente les projets et ces choses-là, justement, pour avoir une bonne direction de ces choses-là. Puis là, je fais le ligne. Fait que c'est comme si je deviens un régénéraliste. Fait que j'essaie un peu de traiter tout ça dans mes interventions, puis je m'aperçois que je ne peux pas me restreindre juste à les affaires, je ne peux pas me restreindre juste au Lean Six Sigma, je ne peux pas me restreindre juste au conseil stratégique que je fais beaucoup récemment. Je suis obligé de faire la totale un peu. Puis, ben, si la personne elle a besoin que tu lui dises que peut-être qu'il faudrait qu'elle arrête de faire ses planifications d'horaire manuellement, puis qu'elle ait un outil ou une affaire de simple ou quelque chose du genre, bien, peut-être que c'est ça qu'il faut faire, mais je pense qu'on comprend un peu ce que je veux dire, ou faire une macro en Excel ou peu importe. Là, il y en a bien d'autres personnes ici qui sont probablement plus compétents que moi dans ces choses-là, mais c'est de trouver n'importe quel aspect pour leur sauver un peu de temps pour qu'ils soient contents, puis à ce moment-là que tu passes à la prochaine étape. Donc, OK, le Kaizen. Ça, as-tu d'autres questions clés ou ça va pour l'instant, Yves? Bon, on peut continuer. Kaizen, j'ai triché. OK, c'était voulu. Est-ce que vous voulez Lean Six Sigma ou le Kaizen? OK, je m'explique. C'est vrai que ça fait partie du Lean Six Sigma, puis c'est voulu de le mettre de même, mais j'ai vu beaucoup de gens qui font du Lean Six Sigma, puis j'en ai pas vu tant que ça, qui embarquaient beaucoup dans une démarche consciente d'amélioration continue des gens. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas bons, mais encore une fois, c'est ça qui prend du temps. Puis c'est pas nécessairement ce qui est le principal win des gens. Tu sais, quelqu'un qui veut augmenter sa rentabilité ou quelque chose de même, c'est pas nécessairement que tu commences à faire plaisir à son monde qui stimule. Par contre, si tu veux des résultats qui sont durables, une équipe mobilisée, puis que ça fasse de quoi, puis ça donne quelque chose qui va scaler, puis tu vois la mobilisation, puis tout, ça, c'est quand même très positif. Donc, je vais vous montrer un peu le raisonnement de mon affaire, c'est que
il y a plusieurs... je suis désolé, c'est parce que j'ai pris une chambre là, parce que les enfants, ils capotent à cette heure-là, l'heure du souper, là, si papa est en haut ou en bas, ça ne fonctionne pas. Là, fait qu'il a fallu que je prenne une chambre. Fait que là, l'alarme de la chambre est partie. Fait que je suis désolé, ça m'a comme un peu déconcentré. Mais vous voyez quand même à quel point je tenais à être avec vous, puis pas entendre tout le temps papa, maman, là, les deux filles en bas âge là, qui crient pour avoir mon attention. Là. Fait que désolé de mon c'est pas parce que je trouve pas ça important, mais c'est ça. Petite distraction ici. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun parce que je le faisais intuitivement au début, puis j'ai réussi à me backer avec la théorie. Tu sais, c'est le fun, parfois on expérimente, on fait des affaires intuitivement, puis après on découvre que finalement on n'est pas les seuls à penser ça. Tu sais. Fait que ce que j'ai découvert, puis j'ai d'autres affaires aussi similaires, c'est qu'il y a comme plusieurs types de Kaizen. Le Kaizen TN, où c'est plus des améliorations bottom-up, c'est plus beaucoup l'amélioration continue, puis l'implication des ateliers, des employés, pardon. Fait que c'est beaucoup focusé sur des améliorations de gaspillage, donc accessibles aux gens. Puis c'est important de les mobiliser à ce moment-là, qu'ils comprennent doivent être alignés sur les objectifs, puis comprendre aussi l'impact sur les autres. C'est beaucoup de la mobilisation, puis de la communication, puis de briser les silos. C'est beaucoup l'approche, justement, que je favorise beaucoup. Puis c'est ça que ça prend un petit peu plus de temps à bâtir. Par contre, les gains sont très significatifs. Après, il y a des events. Ça, c'est souvent le typique. On fait venir un consultant de l'extérieur, on va lui donner une problématique bien précise. On va le garocher là, même si ce n'est pas aligné nécessairement avec nos objectifs stratégiques. Puis souvent, ça ne l'est pas. Fait que dans le fond, je vais te donner un exemple. Moi, j'avais une compagnie qui m'a demandé directement de passer à l'aménagement du garage. Puis c'est très louable, c'est ça qu'ils ont besoin. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont en forte croissance, puis j'ai aucune idée, ils sont en train de tout transformer leur opération. C'est-tu plus du service, c'est-tu plus des ventes, c'est des pièces, c'est quoi qu'ils veulent faire, ils veulent s'étendre, avoir un autre fournisseur, ce genre de choses-là. Fait que tant que tu n'as pas le contexte, tu n'as aucune uniformité dans la façon de faire, puis dans la prise même de demande des clients et des choses comme ça. C'est comme si tu as des problèmes à la source, que tu dois améliorer ton garage. Si une fois, ça prend 2 espaces, 3 espaces, 1 espace, des choses comme ça, du déplacement, tout ça, tu n'as pas de constance, tu n'as pas de statistiques, tu n'as pas de données. Tu ne peux pas faire des miracles et partir avec le garage. Si le garage, c'est un peu là, les 5S, mettons, là, que j'ai mis plus tard. Puis, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents puis toute la patente, ça n'a pas rapport avec ça. Puis j'ai vu d'un autre garage justement que c'était la même chose. C'est juste parce qu'ils ont une croissance tellement rapide que l'aménagement, les processus, puis les opérations n'ont pas suivi. Tu sais. Fait que tu peux te pointer là, tu peux faire une amélioration qui a l'air bien intelligente. J'aurais pu mettre des marteaux dans une étagère, puis bon, des choses comme ça, puis tout ça, puis mettre une palette pour mettre dans le fond, c'est comme des câbles et des choses comme ça là, de machines. Mais l'amélioration n'aurait pas duré très, très longtemps, puis ça n'aurait pas été approprié avec le changement qu'ils veulent faire. Fait que ça prend quand même une forte implication des employés, mais dans certains cas, c'est très bon, c'est très ciblé, c'est bien orienté avec des objectifs stratégiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis souvent, les objectifs stratégiques, je ne veux pas, ne sont pas nécessairement super bien définis. Donc, c'est bon de revenir à la base de pourquoi on fait telle affaire, où on va, puis encore une fois, challenger, c'est un peu ce que je parlais tantôt. Kaikaku, d'après moi, je ne le prononce pas comme il faut, mais je m'essaye quand même. Un changement radical. OK? Puis, Kakushin, innovation majeure. Fait que, ici, c'est une remise en question sur ce que tu fais, puis ici, comment tu les fais. Fait que ici, c'est que tu changes le processus, puis ici, tu changes carrément ce que tu fais. Fait que là, c'est des grands changements de culture, évidemment. Tu sais, moi, j'ai rarement vu, puis corrigez-moi, là j'ai complété la slide un peu là, en m'inspirant des choses, mais j'ai rarement vu dans des changements radicaux, des innovations, des transformations d'entreprise qui vont offrir un autre produit ou quoi que ce soit du genre, des implications très ciblées des employés ou de la patente. C'est beaucoup la haute direction, puis c'est du top-down, de ce que j'ai vu, puis peut-être je me trompe. N'hésitez pas à me corriger si vous avez vu différemment. Puis, c'est pas partir une démarche d'amélioration continue, c'est faire un gros changement. Puis après, on peut partir une démarche d'amélioration continue, mais c'est pas ça. Fait que quand je fais le topo des Kaizen, ça revient beaucoup, puis c'est ça dans la littérature souvent. Tu as 2 types. C'est soit que tu impliques beaucoup les employés ou tu fais des améliorations très, très ciblées. Puis souvent, la haute direction, puis les employés, c'est souvent déconnecté. Tu sais, il y a comme des silos, des choses comme ça, puis l'opérationnalisation est très difficile. Fait que, de ce que j'ai vu, ça ne marche pas nécessairement toujours super bien. Fait que c'est pour ça, moi, que je préconise beaucoup ça. Fait que c'est un peu la rationnelle en arrière de tout ce que j'ai dit, là. C'est que au niveau du Kaizen, moi, je crois beaucoup à impliquer les employés. Puis quand tu commences à briser les silos,
puis qu'on utilise des outils comme le CIPA, quoi que ce soit, pour leur donner une idée de à quoi ils contribuent aux objectifs stratégiques de l'entreprise, à quoi servent leurs choses, c'est quoi leur input, c'est quoi leur output, puis comment ça va être utilisé. Donc, finalement, ils commencent à le savoir, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui n'est pas réutilisé, puis qu'ils voient la chaîne de bout en bout, puis chacun peut présenter sa partie. Ils tombent dans une dynamique où eux autres même vont en flaguer un paquet d'améliorations et tout qui vont être super ciblés par les objectifs en sachant exactement sur quoi ils contribuent comme objectif. Ça te permet de réaligner directement des mesures de tes objectifs stratégiques à des critères de performance des employés. Souvent, les critères, c'est ce que je vois, c'est triste un peu. Les évaluations des gens, puis ils me le disent carrément. Si je fais ça qui est bon pour ma job, c'est pas là-dessus que je t'ai évalué. Fait qu'il y a comme un mismatch là-dedans. Fait que, puis les boss à haut niveau, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font dans le détail, puis ils ne peuvent pas les aider. Fait que c'est comme brisé. Ils sont dans leur bureau à essayer de gérer, mais ils ne sont pas sur le plancher. Fait que c'est un peu la philosophie que je suis en train de commencer à essayer beaucoup de bâtir. Pour renforcer là-dessus, cette image un petit peu mieux que tantôt, mais c'est comme si moi, beaucoup, comme vous avez vu, là, c'est le TEAN, le premier beaucoup, avec un petit peu d'amélioration définie. Puis, comme on parlait tantôt, là, on demandait comment est-ce qu'on fait des quick wins, des choses comme ça. C'est beaucoup à deux niveaux, là. C'est ça la question qu'on avait tantôt. C'est ôter rapidement les affaires qu'ils ont sur leur plate. Souvent, ça a l'air niaiseux, mais c'est pas si compliqué que ça, leur ôter, parce qu'ils prennent juste pas le temps de prendre du recul. Fait qu'ils t'en parlent, ils ont déjà trouvé 3 solutions. Fait que tu n'as pas fait grand-chose, finalement. Ensuite, des améliorations prédéfinies, tu essaies de te retrouver dans l'affaire. Souvent, c'est du temps, des réunions, de la communication, des choses comme ça. Tu en trouves 2, 3, tu es fait collaborer, tu mets en place un peu une dynamique, une pratique, un peu, là, une habitude avec eux autres pour faire la confiance. Tu fais 2, 3 quick wins. Puis là, tu reviens plus dans une affaire qui est un petit peu plus transversale, stratégique pour l'entreprise. Fait que c'est un peu ça ma façon de prendre. Est-ce que je peux faire une synthèse sur le Kaizen avec le Kaizen avant de proposer d'autres questions? Ça va? Pas trop de commentaires? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Fait que je fais un sommaire, dans le fond, là, puis ça correspond beaucoup à la philosophie Toyota. J'ai repris une image de Toyota un petit peu plus récente. C'est que Toyota focus beaucoup sur le service client. C'est drôle parce que c'est quand même deux sources différentes, mais que je vois que ça fait bien que des entreprises qui l'utilisent. C'est un peu ça mon idée. Là. Ça, c'est sur une option, une perspective, puis sur une autre. C'est beaucoup de. Tout est focusé sur la valeur et sur le client. OK? Puis de former les employés, identifier, éliminer les wastes. C'est ça qu'on veut faire, dans le fond, c'est leur faire comprendre à quoi ils servent dans l'ensemble de la chaîne, à quoi ça va servir, puis pour les aider à comprendre aussi comment on élimine du gaspillage. Souvent, ils ne savent pas. Là. C'est pas juste l'automatisation, c'est changer la façon de travailler, les outils de travail, la façon dont les choses sont placées, la façon dont c'est structuré. Il y a plein de choses juste au niveau du processus qu'on peut changer. Puis un coup que tu commences à avoir des choses plus optimales, commencer un peu à standardiser à ce moment-là. Ici, c'est un commentaire plus sur la gestion. Gangchu, Gangbutsu. En tout cas, je ne vais pas le prononcer, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est, puis il y a des références que je vous donne plus tard sur des vidéos, là, c'est pour être un bon gestionnaire, finalement, c'est reste pas dans ton bureau, va voir où l'action se passe. Va sur le plancher, va voir les problèmes, va voir la mécanique. Fait c'est pour ça que quand on commence, comme je disais, un peu à bâtir le transversal, là, j'utilise souvent le mot cycle de réalisation parce que ça parle plus aux gens que la value chain, mais c'est comme un hybride entre tout ça, là, puis value stream. Fait que quand les gens commencent à se positionner, les gestionnaires aussi, bien là, ils commencent plus à être dans une dynamique d'aider ou d'accompagner les gens dans une perspective d'amélioration continue. Puis, ben, quand ton employé commence à être plus performant, tu vois des résultats, tu donnes des idées, des choses comme ça, ben, c'est comme un cercle vicieux pour amener le teamwork, le respect, toute cette dynamique-là, la collaboration, la communication. Puis souvent, il y a bien des frustrations des départements parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'autre fait, puis pas nécessairement qu'ils le trouvent niaiseux, mais ils ne comprennent pas qu'ils refassent la même affaire, que ce n'est pas efficace ou tout ça. Mais quand tu réalises ce que l'autre fait et que ce n'est pas si facile comme job que ça, ben finalement, tu te dis, finalement, je suis bien avec ma job. C'est un peu ça qu'on fait réaliser, ça a l'air niaiseux, mais c'est pas mal ça. Puis challenge, c'est plus de ce côté-là. -là, c'est plus de challenger toujours un peu plus à atteindre les objectifs de la compagnie, le client, d'acheter de la valeur, cette dynamique-là. Fait que c'est pas mal ça, là, le Kaizen. Question. On a plus un partage d'expérience. Il y a Stéphane Goyer qui nous dit qu'au Fonds de solidarité, il utilise plus une approche Kaizen Events pour l'instant. C'est comme ça qu'il interprète là,
qui voit et entend et sa réalité. Donc, c'est plus un partage de sa situation qu'on a pour l'instant. Ben, absolument, puis ça a bien l'allure. Comme je disais, moi, je rentre souvent avec des quick wins ici, mais j'essaie de bâtir quelque chose. Ici, on parle plus de délai d'un an ou quelque chose comme ça à monter quelque chose de solide. Fait que tu n'as pas le choix de faire quelque chose comme ça pour garder la crédibilité. Surtout qu'honnêtement, là, quand on parle du lean, c'est pas très apprécié. Puis, souvent, il y avait une époque à l'époque, les analystes d'affaires, avant, ça remonte, ça fait quand même une couple d'années, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Quand on disait qu'on est une analyste d'affaires, il se dit, ah, c'est le troisième qui passe, combien de temps il va durer, ça a vraiment de la valeur. En tout cas, il y avait un peu cette dynamique-là à l'époque. Là. Fait que c'est un peu la même affaire que la ligne Six Sigma. C'est comme si ça a été oversaturé. Là. Puis les gens, ben, ils croient moins et tout ça. Fait que quand tu arrives avec beaucoup de métaux, ben, souvent, le Kaizen Events amène des apports rapides. Puis l'idée, c'est juste de balancer. Moi, je fais juste je fais les deux, le bottom-up et le top-down à la fois, pour connecter un peu les gens, savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme objectif, puis juste m'assurer que c'est aligné avec ce que la haute direction veut. Fait que quand tu peux connecter les deux à ce moment-là, c'est ça qui est quand même le fun quand tu es dans les PME, à la haute direction, ça permet quand même assez facilement de faire ce bridge-là. Là. Merci, Daniel, pour le feedback. Puis en même temps, au moins, ce que j'aime bien, Daniel, c'est qu'il ne dit pas, moi, je n'utilise pas par tout ça, je fais carrément autre chose. Là, fait que ça me rassure quand même un peu. Bon. OK. Fait que là, j'arrive au Lean Six Sigma, dans le fond, dans nos interventions. OK? Fait que je vais donner un peu de contexte des interventions. On parlait des PME, ces affaires-là. Ça ressemble à quoi quand on rentre des PME? C'est quoi les entreprises, les enjeux auxquels les entreprises font face? Puis un peu de superposition de la méthode d'intervention qu'on a avec le DMIC puis le PDCA. T'sais. Fait que PDCA se rapproche probablement beaucoup plus là, de ce que Daniel fait, qui est aussi, que je disais tantôt, qui est beaucoup dans les PME, là, plus concrète, qui a moins besoin de prérequis, qui est moins lourde à ce niveau-là. Fait que là, c'est une slide quand même un petit peu étoffée, mais les interventions que je disais tantôt, c'est que j'ai eu le privilège quand même d'être en interaction avec beaucoup d'entreprises récemment. Je n'ai pas nécessairement tout fait des mandats, mais j'ai eu beaucoup d'interactions pour sonder un peu c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'ils font, comment je peux me positionner, comment je peux les aider. Question de leur côté. C'est quoi le topo des entreprises que j'ai sondé? Puis comme je disais tantôt, c'est un peu des choses autant au niveau des mines que le pharmaceutique, les banques, évidemment, j'en ai fait quand même pas mal. Des entreprises, des petites PME comme de la comptabilité, comme des écoles de musique, soins palliatifs, deux entreprises de construction. J'en oublie une couple, là, mais garage, service, des choses comme ça que je disais tantôt. Là, fait que c'est un peu le topo de tout ça. Fait que des entreprises de tailles différentes. Pas mal partout, là, vous le savez aussi bien que moi, pénurie de main-d'œuvre, les employés, on doit les retenir et les motiver. Fait que, tu sais, souvent, j'arrive à quelque part, puis ils sont pas bons, les employés, ils travaillent mal, ça prend trop de temps, tout ça, mais veut pas, je pense qu'il y a un minimum où il faut travailler avec les gens qui sont en place. D'où un peu la philosophie de commencer à leur clarifier à quoi ils contribuent, qu'est-ce qu'ils font. Puis souvent, ils ne comprennent pas les objectifs de l'organisation. Les gens, à haut niveau, ils changent, les dirigeants changent toujours d'idée d'un bord et de l'autre. Il faut rallier ça un peu, là. Il y a des grands impacts également à avoir embauché et à former. C'est très long. Ce que je vois beaucoup, c'est qu'il commence à avoir beaucoup de demandes pour le logiciel de transfert de connaissances, là, tout ce genre de dynamique-là. Fait qu'ils ne veulent plus former, ils n'ont plus le temps, ces choses-là. Là. Comme dans les garages, c'est des inspections, des choses comme ça, du service. Ça prend trop de temps, ça prend plusieurs mois à former quelqu'un, fait qu'ils ne peuvent pas se permettre ça. Le contexte, vous savez, là, c'est très compétitif, c'est de plus en plus international, plus de compétition, des gros joueurs internationaux, des choses comme ça. De plus en plus, on a besoin de se démarquer par des choses de qualité, produits, services. Je dirais prix aussi, là. Je ne l'ai pas marqué, mais prix aussi. Il y a de plus en plus de pression sur la rentabilité. Les prix des premières matières augmentent significativement. Là. Il y en a que c'est du 100% d'augmentation. La hausse des salaires, tout ça. Les enjeux d'approvisionnement, des longs délais d'approvisionnement, c'est rendu incroyable. Là, ça a fait des journaux puis les nouvelles. Là, je dis journaux, mais en tout cas, électronique, là, du moins. Fait que c'est très difficile d'avoir du just-in-time, la livraison à mesure. Puis au niveau des opérations, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des opérations, la planification, la coordination. Il y a très peu d'organisation du travail, pas de processus, pas de rôle de responsabilité. Ils ont des enjeux de capacité de production, il faut qu'ils l'augmentent. Ils ont beaucoup plus de demandes, ils ne sont pas capables, ils sont à pleine capacité. Ils ont des problèmes de maintenance, de breakdown, de temps d'arrêt, des choses comme ça, de panne, de n'importe quoi.
Ils ont des enjeux de livraison de qualité et de délai. Puis, ils ont beaucoup de processus manuels. Fait que, tu sais, ce qu'on vient de dire, c'est la réalité que j'ai vue. Là. Comme j'ai dit, c'est vraiment juste mon vécu d'un mini échantillon de la société. Mais dans tout ce que je viens de dire, ça correspond encore à ce que Daniel disait. Le PDCA, c'est de trouver des solutions simples. Là. Il y a des éléments là-dedans, les rôles et responsabilités, l'organisation du travail. L'autre, c'est le contexte que tu prends contre la pression sur les prix. Fait que c'est souvent une décision, est-ce qu'ils veulent y aller avec la rentabilité, mais souvent, ils vont même plus au début sur la capacité de production, puis la coordination, l'agencement entre les ressources, parce qu'ils ont tellement de demandes que c'est même plus ça. Fait que c'est la qualité, c'est les erreurs, c'est le handshake entre les gens, c'est la mauvaise communication qui passe. Fait que veux pas, j'ai souvent besoin de passer au travers de la chaîne. T'sais. Une usine, une manufacture avec laquelle je commence à faire affaire, ils bâtissent ou ils montent des potences, des choses comme ça. Fait que c'est fait sur mesure, selon les endroits, tout ça. Fait que c'est architectes au début qui le designent. Fait que là, les autres, s'ils font une erreur, après, la soudure, toutes ces affaires-là, l'installation. Fait que c'est tout à ricocher à la chaîne. Fait que le moindrement qu'il y a une erreur dans toute la séquence, c'est plus viable. Fait que j'ai beau juste, mettons, dire à l'installation, je règle un problème, je ne le règle pas tant que ça. Souvent, il y a des impacts à l'ensemble de la chaîne. Fait qu'il faut trouver des quick wins beaucoup plus petits. Comme eux autres, il y a un problème de planification puis d'horaire qui est plus accessible. Mais je vais commencer par ça, ce genre de choses-là, mais ça va être bien précis. T'sais. Mais je n'aurai pas un impact transversal, mais progressivement, je vais les convaincre pour faire le restant. Ce qu'il faut mettre en perspective aussi, c'est les facteurs qui influencent la démarche. Souvent, un peu comme je disais tantôt, le client a sa perception de la situation, ses attentes, la valeur attendue. C'est quoi son retour sur l'investissement? C'est-tu de l'argent, de la hausse de productivité? Tout ça va driver un peu ce que tu fais. Les outils, c'est juste l'automatisation. Souvent, ils arrivent avec une solution, mais un outil, mais j'en ai plusieurs clients actuellement qui veulent des ERP. Ils sont tous en train de signer avec une compagnie d'ERP, mais ils n'ont pas fait de leurs besoins, ils n'ont pas fait de leur analyse. Ils ne réalisent pas qu'il faut qu'ils changent leur processus, tout ça. Fait que, vous le savez probablement mieux que moi, c'est des éléments qui ont besoin de se le faire dire quand même jusqu'à un certain point, parce que sinon, ils commencent à monter de la garbage. Même si tu designes sur papier, on a de la misère à le monter. Fait il y a des étapes qui manquent. Là, le niveau de maturité de l'entreprise, c'est un peu ce que je disais tantôt. Les ressources humaines, les connaissances, les compétences, à quel point ils sont capables de contribuer. Les processus, l'organisation du travail, les rôles de responsabilité, c'est très déficient. C'est sûr que c'était beaucoup plus clair dans les entreprises pharmaceutiques que j'ai vu des choses comme ça. Mais dans des droits comme construction, les mines, les petites PME, ces choses-là, c'est inexistant. Là, fait que tout à bâtir. Les outils du système, c'est tout manuel quasiment. Puis le niveau de compréhension de la méthode également là, de ce qu'on fait. Fait que, évidemment, au niveau de la compréhension de la méthode, ça va être clé pour justement s'y rallier avec des affaires de base qui comprennent simple, comme le PDCA, puis des petits quick wins, des Kaizen, comme on disait un peu là, plus en termes d'événements d'amélioration ponctuelle. La complexité de l'entreprise également va avoir un impact majeur. Je sais que je défile un paquet d'affaires, mais c'est tout ça que veux pas, tu as besoin d'avoir dans la tête quand tu commences ton intervention. La nature et la quantité des activités. Il y en a que c'est très streamliné. Là. Je le reçois, j'ai 4 étapes, puis ça repart. C'est vraiment une manufacture. Mais l'autre, même dans la construction, il y a un paquet d'interactions entre les champs, les chantiers, l'architecture, la vente, les permis, la ville, les intervenants, c'est incroyable. La reddition de compte à faire, toutes ces choses-là. Fait que tu as beaucoup d'affaires d'interdépendance dans tous les sens. Fait que tant que ça, c'est pas clarifié, à ce moment-là, c'est bien dur d'avancer. Puis tout ce qui est la mobilisation, le niveau d'engagement, les disponibilités des gens, le support de la direction, puis l'ampleur de la gestion de changement effectué. Ça a-t-il allure comme contexte d'intervention ou j'ai l'air sur une autre planète par rapport à ce que vous vivez? C'est sûrement une très bonne lecture du marché. En tout cas, on reconnaît les tendances fortes amenées par la COVID et tout, là, à gauche. Puis ce qui est à droite, c'est très bon aussi. Question, ça va? Je continue sur notre façon d'intervenir. J'ai une question ici d'Antonio. Bonjour, je travaille dans une entreprise publique qui est en train d'installer le mode hybride dans ses opérations. Comment pourrait-on balancer des processus d'amélioration avec ces changements imposés dus à la pandémie, télétravail, pas d'équipe au complet, au bureau, pas de fort l'interaction? Puis, par curiosité, là, juste mode hybride, on parle de quoi? Travail maison, ces affaires-là, ou je veux juste être sûr du mot hybride? OK. Ça semble être ça. OK. Moi, je dirais en fait que
Puis, il parlait de public, OK? Donc, je présume que ce n'est pas une manufacture ou quelque chose comme ça. Parce que, en réalité, c'est sûr que quand c'est une manufacture, tu as besoin de voir le terrain, ces choses-là. Je n'ai pas eu le choix d'aller me présenter sur place, puis parfois de voir les gens. Par contre, tout ce qui est, mettons, construction, des choses comme ça, où c'est plus des choses, on s'entend, mais tu sais, c'est la même affaire qu'un analyse d'affaires. Il faut que tu établisses une crédibilité au début. Fait que, moi, ce que j'ai toujours fait, puis là, je reviens plus sur l'analyse d'affaires, je vous dis, vous gestion des attentes, là, puis que vous me challengerez là-dessus, j'ai aucun problème. Puis, justement, c'est drôle parce que je me suis un peu planté récemment parce que pour une fois, je n'ai pas fait ça. Je me suis pointé à animer un lac à l'épaule avec quand même plusieurs personnes, l'équipe dirigeante et tout ça, que je ne connaissais pas personne. Fait évidemment, c'était pas si super que ça, mettons. Là. Mais généralement, à l'époque, j'ai toujours fait des one-on-one pour comprendre c'est quoi les préoccupations des gens, qu'est-ce qui se passe dans leur affaire, une petite demi-heure, de rallier une coupe de tête. Fait qu'on disait, mettons qu'on revient ici, là, puis qu'on poursuit sur l'exemple de Daniel, on a une idée qu'on sait qu'on aurait du potentiel à améliorer, qui sera un quick win. Probablement qu'avec la direction ou quoi que ce soit, vous pouvez cibler dès le départ quelqu'un qui serait moi, j'en ai, là, comme mettons dans la compagnie que je parle là, une personne en comptabilité spécifique, elle attend juste ça d'avoir des changements d'une couple depuis un certain temps. Bien, je ne vois pas pourquoi je ne partirais pas avec cette personne-là, puis je ne commencerais pas à monter un momentum. Moi, de la façon que j'ai toujours fonctionné, c'est d'aller faire des quick wins avec quelqu'un qui est intéressé, qui connaît quand même sa business. Puis après, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les gens, ils ne veulent pas vraiment embarquer. Mais dès que tu commences à avoir du succès, là, tout le monde veut se rallier à ça, puis être associé à ça, puis ça se parle, puis ça se communique. Fait que c'est beaucoup mon angle d'attaque parce que si on fait ça très gros, puis j'ai déjà fait dans une grosse organisation aussi, ça fait peur, ça stresse, les résultats peuvent se faire attendre. Tandis que tant que tu n'as pas beaucoup de gens, je reviens un peu à l'exemple de, tu sais, c'est quoi qui est dans sa tête, il manque du temps, quoi que ce soit, comment je peux l'aider, ou comment lui voit l'amélioration de sa job. Puis ce que j'ai fait quand même, parce que c'était pas juste mauvais, le lac de l'épaule que j'ai fait, j'ai quand même une série de points d'amélioration. Fait que c'est comme si on a fait la job, mais peut-être pas de la bonne façon, tu sais. Fait que, à ce moment-là, ben, tu en prends une coupe, puis tu sais que ça rallie une couple de personnes, puis à ce moment-là, ben, tu travailles là-dessus. Tu sais, c'est-tu de la communication, c'est-tu du reporting, c'est-tu des activités manuelles? Tu sais, il faut que tu comprennes un peu le domaine avec cette personne-là. Puis là, ben, à ce moment-là, lui va t'amener dans son cercle d'amis, probablement, puis là, ben, tu en profites. Moi, c'est un peu ce qui se passe. Là, tu fais un ou deux contacts qui t'aiment bien. Ben là, j'en ai un dans un département, un dans l'autre. Là, tu commences à balancer, tu connectes sur deux départements-là, puis là, tu y vas petit peu à petit peu, là, tu sais, avec des quick wins que tu sais que les gens attendent depuis un certain temps. Ça a-tu d'allure ou… Oui, mais tu amènes des éléments de solution. Là, on est dans un mode, là, de la façon que je relis la question, c'est on fait évoluer un processus qui marche déjà avec du monde en bureau. On voudrait que ça continue à marcher, mais même aller mieux avec 2 jours par semaine au bureau. Là, on est en 2-3. C'est sûr que le fait qu'on ne soit pas ensemble, ça a des impacts sur les opérations. C'est un peu ça qu'on se questionne, une approche qui nous permettrait, je pense, de rebalancer ces opérations-là avec une nouvelle réalité. Là. On ne part pas d'une feuille blanche. Là. En gros, c'est pas mal ça qui est le contexte. Parce que ce qui arrive pour moi, là, je comprends la réalité du télétravail, mais je veux dire, c'est la même affaire pour l'analyse d'affaires et tout. On s'entend, c'est pas juste le Lean Six Sigma, je pense qu'on est d'accord. Pour moi, peut-être que je ne réponds pas à la question, mais je vais revenir pareil à l'essence, c'est que faut être de la mobilisation du buy-in des gens pour avancer de toute façon. Tu n'as pas le choix. Fait que, il faut que tu crées une relation avec 2-3 têtes fortes ou des gens que ça va être des quick wins faciles. Fait que, des gens qui peuvent être des leaders, quoi que ce soit, puis tu commences avec leur partie. Fait que, tu peux partir sur du bottom-up, puis partir avec des petites pistes bien précises. Je ne pense pas que dans un environnement où tu as des gens à distance qui n'ont jamais fait ça, de partir avec un processus page blanche, ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là. Ouais. Fait que c'est soit qu'on part avec un minimum de la haute direction, dans le cas de moi, ce que j'ai fait, exemple, pour la construction ou ailleurs, c'est je voyais 1-2 personnes qui ont quand même une vue macro, là, puis je faisais un genre de premier jet du transversal à haut niveau pour pas que une personne s'attende à chaler. Puis là, après, je faisais le tour des gens, m'assurer que ça avait de l'allure, puis que tout le monde le comprenait pour avoir une base. Il faut quand même établir une base de départ de communication. Fait que là, puis moi, en fait, là, on tombe dans l'analyse d'affaires, là, mais c'est parce que pour moi, ça correspond un peu à cet exemple-là, mais tu sais, moi, j'ai jamais tant que ça fait ça. Je n'arrive pas à embarquer là-dessus, là, mais faire l'actuel puis la cible, moi, j'essaie juste de comprendre c'est quoi les grandes étapes qui ont besoin d'être faites, c'est quoi l'objectif. Fait que quand on questionne sur l'objectif,
ça ne m'arrive pas souvent de me challenger sur l'objectif tant que ça qui n'a pas rapport. Tu sais, fondamentalement, le job de la vente, c'est de vendre cette chose-là, d'avoir, tu sais, ou d'avoir un permis, d'avoir telle affaire. Là, quand on ne parle pas du comment, c'est rare qu'on s'estime sur le processus. Fait que si tu es capable d'avoir un mapping transversal un peu de la situation, à ce moment-là, tu es capable de rallier tes gens pour savoir qui contribue quoi, de quelle façon dans l'ensemble du processus, puis d'aller les chercher, ces joueurs-là. Fait qu'après, c'est le comment. Fait que dans le fond, c'est plus après, un coup que tu as une base que normalement les gens ne t'attaqueront pas trop, mais que ça va leur permettre de voir l'ensemble en même temps, puis ça va les intéresser. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Bien, là, ils vont donner leur idée puis leur affaire par rapport à leur portion, ils vont enquêter leur portion, puis ils n'ont pas l'impression que tu empiètes là-dessus parce que tu les attends, tu vas prendre leur affaire. Fait que c'est comme si, là, je ne sais pas si je réponds plus à la question, mais moi, c'est de même, j'ai solutionné cet enjeu-là. Là. Puis je n'ai généralement pas trop ce problème-là. Mais je pense que ce que tu amènes, c'est qu'on l'appelle value stream, le flux de la génération de valeur. Je pense qu'il faut avoir le client en tête et voir en quoi cette nouvelle réalité-là de temps partagé, maison, bureau, qu'est-ce qui est brisé dans ma chaîne? Parce qu'on part avec l'idée, peut-être que c'est pire, mais c'est peut-être mieux. Peut-être le télétravail, dans certains contextes, va avoir amené une amélioration du processus. Une fois que les gens vont être focalisés sur leur travail, plus disponibles, on ne sait pas. Là. Mais c'est surtout la communication. Tu sais, c'est un élément, justement, dans la compagnie, je faisais référence. C'est il faut qu'ils comprennent ce que l'autre département va utiliser. Il faut que tu brises les silos. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif. Tu n'as pas le choix. Puis à ce moment-là, ben, c'est de les impliquer pour l'améliorer, puis revoir un peu le processus à mesure par petits bouts, puis peut-être où ça fait le plus mal. Là. Je ne sais pas si tu as des délais ou des temps d'attente ou des blocages à certains endroits, des choses comme ça que tu peux adresser. Si ce n'est pas trop dur, mais là, ça revient un peu comme quand on priorise des projets qu'on fait. Là. Il faut que tu te demandes, est-ce que je vais avoir de la réticence? Est-ce que je vais me planter? Ça va être trop long? Est-ce que j'ai des quick wins? Est-ce que les gens vont être satisfaits? C'est tout ça qu'il faut se poser la tête. Je pense que la clé, c'est de rapprocher les gens, de bâtir une relation de confiance, de tester quelque chose qui est raisonnable aussi comme portée, puis de leur demander peut-être à partir de cette chaîne-là, c'est quoi leur impact ou tout ça, ou carrément partir en mode plus Kaizen spécifique, dire depuis que vous êtes chez vous, c'est quoi les gros enjeux majeurs que vous avez? Tu te fais une liste, puis tu pars de cette liste-là, à ce moment-là, puis tu es rallié par la suite à travers le processus. Là. Je pense que c'est deux angles qui sont aussi valables l'un que l'autre. Et ça amène aussi l'employé à participer à la solution parce qu'on est tous dans la nouveauté. On n'a pas vécu ça encore, fait que tout le monde peut amener son idée puis pour améliorer le nouveau processus de travail. Puis moi, j'ai pourtant vu ça des gens qui ne voulaient vraiment pas collaborer ou partager, là, mais c'est sûr qu'il y a des réfractaires au changement, mais généralement, ça se gère bien, puis évidemment, tu ne commences pas par eux. Là. Antonio dit qu'il est satisfait de la réponse. Désolé, là, j'ai fait de mon mieux. Là, on tombe dans une histoire de c'est comme l'ensemble de ma façon de faire un peu. Là. Il ne reste pas tant de slides ça, là, je m'excuse, là, on est un peu débordé. Là. Au moins, on a un peu pris les questions à mesure. OK. Un autre gros schéma pour faire peur. Faire face aux enjeux des entreprises. C'est que la philosophie un peu qu'on parle, c'est beaucoup de réaliser ou d'atteindre des objectifs stratégiques, de briser les silos puis de mobiliser les employés. T'sais. Souvent, la stratégie d'entreprise est un peu déconnectée avec la portée et les plans de projet, parce que ça se transmet moyen. C'est pas pour rien que dans les grosses organisations, il commence à avoir plein d'architectes puis de conseillers stratégiques, puis au niveau de la stratégie, puis tout ça, pour essayer de faire passer encore de la misère. Là. Yves et moi, on a déjà travaillé sur ces volets-là, d'ailleurs, ensemble. Puis aussi l'amener jusqu'en réalisation. Puis je vais juste répéter là, pour être sûr qu'on me comprenne pas mal. Il n'y a personne de niaiseux là-dedans. C'est juste pas facile d'aligner autant de cadres de métier, d'expérience, de personnes. Tu sais, dans les petites PME, sont 5 qui ont de la misère à communiquer. Tu sais. Puis c'est normal que plus tu grossis, puis des gros projets, des interdépendances, puis un modèle qui n'est pas clair, c'est clair que ça se fait, mais l'idée, c'est comment on brise justement ces silos-là. Tu sais. C'est un peu la même méthodologie, mais en plus petit pour les PME. Puis de faire qu'à partir du plan de projet, bien, ça se passe bien en réalisation. Puis dans le fond, bien, tu as encore une connexion entre ta stratégie d'entreprise et ta réalisation. Tu sais. Fait que là où la réalisation, la ligne Six Sigma rentre plus en ligne de compte, c'est beaucoup l'optimisation puis l'information de gestion. Comment on va améliorer ces projets-là, ces affaires-là.
Puis moi, je mets beaucoup d'emphase, là, j'en ai parlé un petit peu, mais sur le visuel, sur les gabarits, sur les outils, sur l'environnement, là, c'est vraiment clé. Ça a l'air niaiseux, mais des lignes à terre pour délimiter, que ça devient assurance qualité, des ondes, des sections, des couleurs, des affaires de même, ou des gabarits, des outils, tout ce qui n'est pas juste la communication, mais qui est vraiment du visuel, a un impact massif sur les gens. C'est incroyable, même dans des affaires de communication, quoi que ce soit. Là, puis, ce que je disais aussi, c'est que dans le fond, souvent, l'amélioration continue est un peu brisée de ces éléments-là parce que tu as du feedback un peu partout, mais c'est pas connecté, fait que c'est isolé. Les gens ne comprennent pas non plus la réalité terrain, fait que c'est pas remonté, c'est pas priorisé. C'est les mêmes problèmes qui reviennent tout le temps, qui est la liste un peu que je disais tantôt. Fait que c'est un peu cette réalité-là qu'on essaie de briser pour amener de la valeur. Fait que si je superpose, dans le fond, la même affaire qu'on avait en haut, là, ces éléments-là, avec le Lean Six Sigma, le DMAIC, puis le PDCA, qui est une approche plus PME, puis une approche plus full-fledged grosse compagnie. C'est comme si ce que je mets en perspective, puis je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais la stratégie d'entreprise, les objectifs où ils veulent aller, tout ça, c'est comme s'il manque un peu ce bout-là pour l'apporter puis le plan de projet, qui correspond un peu aux étapes de définir le value stream mapping, les CIPOC, puis la réalisation, un peu où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Puis même en Agile, c'est un peu la même affaire. Là. On a une liste qu'on veut accomplir, on le précise un peu, on le priorise. Puis là, c'est plus dans les sprints, ces affaires-là, qu'on commence à définir plus clairement qu'on va y arriver, puis toute la patente. Puis tout ça, c'est un peu la même affaire. Fait que c'est plus le concept de définition de mesures, quelles données on a besoin, analyser les données quand on a des données, l'amélioration, puis tout ce qui est contrôle, puis suivi par la suite. Fait que nous, c'est vraiment la stratégie d'entreprise qu'on essaie de rassembler, puis de garder un fil conducteur à travers tout ça, et beaucoup renforcer l'aspect visuel, tout ça, qui est quand même un petit peu là, mais qu'il y a des entreprises qui ont vraiment beaucoup mieux que juste l'optimisation. Puis l'amélioration continue, c'est qu'on soit vraiment feedé tout le temps, continuellement par les gens, pour que même tu sais, souvent, c'est en vase clos, là, les exercices de conseil stratégique, mais il y a un paquet de gestionnaires puis de gens plus en dessous, puis terrain, qui ont une réalité, qu'il faut les ramener à les priorités stratégiques. Puis c'est des gros problèmes de communication. Si on ne comprend pas le plan stratégique, si on ne comprend pas les priorités, tout est mal aligné, ça part de là. Il faut que ça soit communiqué. Il faut qu'après, on puisse les tracer, les prioriser, donner le focus, pour qu'on ait des initiatives globales pour l'entreprise. Fait que c'est un peu là qu'on veut se démarquer. Puis à part ça, puis je pense que c'est ça qui amène de la valeur. Puis le lean, c'est beaucoup au niveau de la portée en tant que telle du projet et la réalisation et l'optimisation. Donc, comment on s'y prend pour faire l'amélioration? C'est quoi nos options? Comment est-ce qu'on réduit les wastes? Comment est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on parlait tantôt? Tu sais, les objectifs que j'ai quand même mentionnés, là, sont beaucoup ici. Là. En fait, je les ai mis, c'est plus le contexte. Mais tu sais, les objectifs, c'était beaucoup un peu comme je mentionnais, c'est soit la capacité de production, c'est soit la rentabilité, c'est soit l'organisation du travail, c'est soit les employés sont tous en train de faire du burn-out, il manque de motivation, c'est toutes ces affaires-là qui reviennent tout le temps. Fait que c'est des impliqués à travers ça pour augmenter la mobilisation. Puis souvent, les gestionnaires, anyway, n'ont pas le pouls terrain, fait que c'est de bridger les deux ensemble. T'sais. Puis les amener plus sur le terrain, puis à comprendre leur rôle de leur employé. Puis PDCA, c'est sensiblement la même chose. Là. Vous l'avez vu, c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'il est un petit peu plus court. Il est plus en mode planification, observation, simple, léger, avec une évaluation de ce qui correspond bien, puis le mettre en place. Fait que c'est beaucoup des cycles de quick win, mais en parallèle à ça, de ces éléments-là d'event ou quelque chose comme ça, qu'on peut dire, au cycle de PDCA, c'est d'aller chercher progressivement une amélioration continue, puis du buy-in, puis de briser les silos à travers tout ça. Fait que j'ai pas mal fini. Il me reste juste le wrap-up des futurs experts. Y avait-tu d'autres questions par rapport au contenu en tant que tel? Après, c'est juste les références puis tout ça. Ouais. Tu peux conclure, on prendra les questions à la fin. Parfait. Fait que dans le fond, là j'ai pas osé le traduire. J'ai pris le meilleur tableau qui me venait à porter. Là. Voici un topo en gros des différentes ceintures là, pour ceux qui cherchent de la certification et l'accréditation. Ce que j'ai remarqué, puis il y a peut-être quelqu'un qui va me dire le contraire, là, mais j'ai pas trouvé d'accréditation solennelle, là, que tu es standard partout, puis tout est beau, puis tu es Lean Six Sigma, Black Belt, whatever, puis c'est partout. Fait il y a plusieurs instituts qui le donnent. Moi, j'ai pris le premier. Ben, le premier, c'est parce qu'il était reconnu par le PMI, fait que c'était juste lié à ce que je faisais.
Je ne dis pas que c'est meilleur quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui, entre eux autres, ils se reconnaissent l'accréditation. Fait que j'ai mis des liens. Vous pouvez être libre d'aller les voir. Là. Ça, c'est plus des accréditations en ligne. Il y a plusieurs universités ou endroits de formation aussi, là, comme McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal. Je ne sais pas comment le prononcer, là, mais Udemy, là, tous les cours en ligne, ces affaires-là qui offrent plusieurs choses. Ce que je voulais juste mentionner, c'est que la reconnaissance, elle varie beaucoup là, selon l'endroit à ce moment-là. C'est un peu comme les écoles. Là, c'est la même affaire. Puis, les références, site Internet. Six Sigma, j'ai pris beaucoup d'éléments décousus dans tous les sens de ce site-là. C'est quand même très bien. Kanban, très intéressant parce qu'il y a plusieurs aussi templates, des choses comme ça. Graphic Product, c'est un peu drôle parce que c'est un site de vente. Mais étrangement, quand tu fouilles sur le site, ils ont tellement de capsules et d'affaires intéressantes que. Puis moi, je n'ai pas de cote. Là, vous verrez les liens. Là, je veux dire, il n'y a pas de cote que moi, j'ai une stone qui me revient quand vous allez cliquer dessus. Là. Mais fondamentalement, c'est une affaire de vente. Fait que c'est bizarre, mais c'est intéressant parce qu'ils ont designé quand même beaucoup de choses pour les manufactures, ces affaires-là, puis le 5S. Fait que ça met un peu de concret. Puis je trouve quand même que quand on reste juste à définir un processus, puis ces affaires-là, puis c'est pas concret, ils ne vivent pas, c'est pas visuel, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'encadrement, c'est pas toujours qu'on a énormément de succès, fait qu'il faut le renforcer avec des choses comme ça. YouTube, j'en ai mis juste un. Je sais qu'il y a des affaires comme Simplilearn puis tout ça, mais Paul Aker, pour moi, ça a été un game changer. OK? Il vit au lean manufacturing, là, ça en est quasiment déprimant. Là. Il est incroyable. Puis tu vois dans le concret là, comment il utilise le Kanban card, il est motivé, il est pépé, il a plein d'idées concrètes. Tout est sur roulette dans son entrepôt, ces affaires-là. Fait que, au niveau du lean vraiment pur, puis pratico-pratique, là, beaucoup plus dans le. Je reviens un peu à ce que Daniel disait, puis la question par rapport à comment on met ça simplement. Là. Garder ça simple, là, keep it simple, stupid. On va t'habituer à te poser des questions. Pour ça, les questions, c'est comment tu peux l'améliorer. Même si tu perds du temps, tu ne le fais pas de la bonne façon, c'est pas grave. Continue, on va te supporter, on te respecte. C'est beaucoup de cette philosophie-là. Puis tu le vois qui capote, qui trippe, puis ses employés sont motivés à faire des améliorations aussi, fait que ça donne des très bons résultats. Publication, j'en ai mis 2 gratuits pour le fun. Le 2 Second Lean, c'est justement un livre de Paul Akers qui correspond à ça, quand même assez intéressant. Puis, il y avait une Bible un peu là, comme l'IBA, le Babok, de 800 pages, qui est quand même gratuit. J'ai mis le lien gratuit, qui est un step-by-step quand même détaillé, puis une couple de références là, typiques du domaine là, pour vous donner de la lecture de chevet, ou je ne sais pas là, si vous avez de l'intérêt là-dedans. Puis pour moi, juste pour rappeler, là, autant l'extension de l'analyse d'affaires vers le conseil stratégique, là, tout ce qui est architecture, vraiment conseil stratégique en tant que tel, architecture, gestion de portefeuille, ces affaires-là, et le Lean ont été des extensions très naturelles à l'analyse d'affaires. J'ai juste continué à développer mes skills dans ces différentes orientations-là. Fait que c'est les mêmes outils, c'est la même mécanique, c'est les mêmes genres de stakeholders, c'est le même genre de dynamique tout à fait. Fait que ceux qui ont d'intérêt, je vous encourage fortement. Puis c'est juste un outil de plus. Vous allez choisir les outils là-dedans, vous allez regarder que vous faites déjà. Moi, je n'ai pas tout changé, mais au moins, je suis conscient. Puis, pour être bien transparent avec vous autres, là, la raison pour laquelle j'ai fait de la certification, c'est parce que j'ai eu un mandat de ligne dans une organisation. Puis même, je n'avais fait beaucoup comme analyste d'affaires, puis conseiller. Je voulais juste pas être un genre d'imposteur, puis me dire, je risque de le faire comme il faut. Je suis juste allé m'assurer d'être couvert, puis d'être sûr que j'ai ce qu'il faut également. Là, c'est ça, j'espère que ce n'était pas trop pénible. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, là, c'est bienvenu. On peut laisser les gens ouvrir leur micro aussi à ce point-ci. On n'est pas beaucoup sur la ligne, donc si vous voulez poser vos questions directement, Stéphane, allez-y. Moi, je me demandais en fait combien de temps ça vous investissez en fait pour devenir ceinture noire comme ça dans Six Sigma. Il me semble que c'est un 90 heures à peu près pour. Tu sais, si on parle juste de la certification, là, on parle juste de la certification, il y a des délais, là. Je peux retrouver sur Internet, mais c'est quand même assez bien dit. Je pense que c'est un 90 heures à peu près, peut-être, pour la certification. Là. Puis, tu sais, quand c'est plus petit, là, comme ici, c'est plus des choses quand même plus bas. Pour ça, c'était à peu près un 90 heures qui était prévu.
Puis, c'est plus l'expérimentation, puis tu sais, tu as beau être Lean Six Sigma, ben, tu apprends sur le terrain pas mal, là. Ça ne se passe pas nécessairement comme dans les livres, là, mais c'était à peu près un 90 heures, puis je pense que la recommandation, c'était sur à peu près un 3 mois là, pour être Black Belt, là. OK. Puis est-ce qu'il faut que ton employeur qui collabore, en fait? J'imagine que tu as besoin de faire des stats, là, tout ça, des trucs pratiques dans le cadre de ton emploi aussi. Ça dépend à quel endroit tu vas comme certification. Il y en a que c'est des exercices, il y en a que c'est juste du théorique. Fait que ça dépend de la certification que tu prends. Dans mon cas, c'était juste un examen. Puis dans d'autres cas, ben là, il faut que tu aies soit de l'expérience ou tu montes un cas pratique. Ou, c'est surtout étrangement quand c'est encadré en termes de ce que j'ai vu, là, peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris, là, mais quand c'est beaucoup dans des écoles, des choses comme ça, ben là, tu as des cas concrets de faire le même à démontrer. Puis il y a une ou deux certifications ou instituts là, qui demandent un certain exemple d'avoir accompli quelque chose également, là. Mais dans mon cas, c'était vraiment juste le test théorique. OK, parfait. Ben, merci. Plaisir. Salut Stéphane, Freddy, question? Oui. Oui, pour les compétences en facilitation, est-ce que tu les avais naturellement ou ben là, tu t'es développé d'une quelconque façon, c'est-à-dire animer un atelier, un Kaizen en soi, comment tu as acquis cette compétence-là? Parce qu'on peut avoir la certification, mais dans la pratique, là, c'est un peu différent, on s'entend. Ouais, moi, ce que j'ai découvert, mes dépens avec le temps, c'est que tu as beau avoir la meilleure intelligence puis vouloir fonctionner de la bonne façon, c'est pas ça qui a le plus de poids, c'est beaucoup ta relation avec les gens. Je pense que j'accorde ça. Moi, en fait, jeune, j'étais dans un centre d'appel, j'ai toujours fait du service à la clientèle, fait que je m'avisais, j'entendais à l'oreille, là, Toronto, Billing, les clients chiants que tout le monde ne voulait pas avoir, puis ben là, c'était de les retourner bonne humeur à la fin. Je m'amusais avec ça parce qu'en moins, sinon, tu joncles à ta job. Fait que je veux dire, ça a toujours été un peu ce que j'ai fait. Fait que je t'avouerais que j'ai été chanceux parce que j'ai commencé là, puis j'ai toujours juste continué là-dedans. Fait que je dois beaucoup travailler parce que je suis trop franc direct à faire la même, mais je veux dire, c'est moins l'interdynamique qu'il faut que je travaille, là. Fait que j'avoue que sur cet aspect-là, je l'ai eu plus facile, fait que j'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais je dirais que c'est pas mal ça qui te sauve souvent que les gens écoutent. C'est le relationnel, finalement, surtout dans les PME, là. Puis même les grosses organisations, moi, j'ai vu des gens que s'ils ne t'aimaient pas, non seulement ils ne te donneront pas la réponse, mais ils vont contacter d'autres personnes pour être sûr que les autres ne te donneront pas la réponse aussi. Fait que c'est exactement ce que tu dis, là. Fait que tu n'as pas le choix d'en mettre une coupe de ton bord. Par contre, il y en a beaucoup qui sont compétents, puis c'est juste d'aider les personnes. Fondamentalement, là, que tu ne sois pas super agile. Moi, je ne fais pas 42 millions de jokes comme là en présentation, en atelier après, puis tout, oui, là, mais je veux dire, sur le coup, non. Fait que je n'ai pas nécessairement la meilleure éloquence, mais je crée des relations avec les gens. Puis quand tu crées un peu un one-on-one, tu y fais confiance, puis tu amènes de la valeur à cette personne-là, ça fonctionne quand même assez bien, là, tu sais. D'accord, merci. Donc, avant de faire tout notre monde, Stéphane, je pense qu'on va passer aux questions, mais je regarde les commentaires. Tu as 1000 merci de toutes les couleurs qui apparaissent. Les gens ont trouvé la présentation très belle et très bonne, ton ton et tout, là. Puis, il y a même Dulce, notre présidente, qui dit que tu n'es pas seul à avoir des enfants autour. Fait qu'elle te comprend très bien. Elle te comprend très bien. Je vais passer la parole à Jacques. Puis, de toute façon, tes coordonnées, est-ce qu'elles sont dans ta présentation? Je vais les rajouter au besoin. Dans le fond, si vous me donnez jusqu'à demain matin, quelque chose de même, je vais l'envoyer. Oui, OK, c'est ça. Je pense que j'ai vu un lien ou deux qui n'étaient pas corrects, là. Je vais juste, j'avais fait du cut and paste, puis j'ai peut-être pas changé la description. Fait que je vais renvoyer ça demain matin. Dans le fond, je te renvoie à toi, Yves, puis tu vas le faire suivre. Oui, exactement. Mais donc, Jacques, je te repasse le micro.